À l'intérieur d'une faille dimensionnelle, 3 membres du groupe de héros, Goran, Eric et Lak, étaient engagés dans un combat depuis plusieurs mois d'affilée, et ils étaient enfin parvenus à infliger des dégâts significatifs, en sectionnant le bras du Seigneur Démon et en le forçant à battre en retraite pour l'instant. Goran est un peu déçu de ne pas avoir pu tuer le Seigneur Démon sur le coup, mais avec une blessure de ce genre, le Seigneur Démon ne lancera pas de nouvelles attaques de sitôt, ils pensent donc qu'ils peuvent enfin se reposer tranquillement et retourner voir leur famille. Parce que cette bataille a traîné bien plus longtemps que prévu, à tel point qu'Eric a manqué la naissance de son enfant, et que Goran craint que sa fille ne se souvienne plus de son visage, Lak, lui, n'a pas ce genre de souci, puisqu'il n'a jamais eu ne serait-ce qu'une petite amie, et encore moins une famille. La seule chose qui ait jamais vraiment compté pour Lak, c'est sa recherche, alors il dit qu'il n'a pas envie de fonder une famille, mais les autres lui disent qu'il devrait essayer, parce qu'avoir des gens qui vous attendent à la maison rend la victoire et la survie au combat bien plus précieuse. Cependant, dire cela à voix haute a probablement porté la poisse, car une seconde plus tard, les trois sont confrontés à une horde massive de démons, et ils sont absolument terrifiés, car ils n'avaient aucune idée qu'il en restait autant. Impossible de partir comme ça, alors Goran et Eric se préparent tous les deux à se battre jusqu'à leur dernier souffle, mais Lak a une autre idée en tête. Il n'a peut-être pas voulu de famille, mais il comprend à quel point les familles de Goran et Eric sont importantes pour eux, et les chances qu'ils survivent tous à une bataille comme celle-ci, alors qu'ils sont déjà épuisés par les combats précédents, sont minces, alors il veut au moins s'assurer qu'ils pourront rentrer chez eux, même s'il doit rester derrière. Il dit à Eric et Goran de lui laisser les choses ici, mais les deux refusent catégoriquement, car ils ne peuvent pas abandonner leur ami. Cependant, Lak leur rappelle que le Seigneur Démon n'a pas encore été vaincu, et bien qu'il ait été blessé, quand il se rétablira, ils auront besoin de la force du héros pour le retenir, alors ils ne peuvent pas mourir ici. Goran comprend le raisonnement de Lak, mais même si cela peut être vrai pour un héros comme Eric, Goran n'est qu'un guerrier, alors s'il dit qu'il va rester et se battre, Lak lui rappelle alors qu'il a une fille à la maison dont il doit s'occuper, alors il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Eric et Goran refusent toujours d'abandonner leur ami, et Lak s'attendait à une telle réaction, alors il utilise sa magie pour créer un mur de roche afin de sceller l'entrée de la grotte et empêcher Eric et Goran de défoncer le passage. Il crie à Lak à travers le mur de ne pas faire de bêtises, tout en essayant de franchir la barrière, mais en vain, et de l'autre côté, Lak se lance tête baissée dans la bataille contre les démons. Plusieurs jours passent, et Lak a réussi à survivre jusqu'ici, mais il approche de sa limite, et pour empirer les choses, il est pris au dépourvu par l'un des généraux démons, qui commence alors à drainer le mana de Lak avec une compétence de toucher drainant. Ce seul contact élimine une grande partie des réserves de mana de Lak, il n'y a donc aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre ainsi. Heureusement pour Lak, il possède une compétence d'apprentissage qui lui permet d'apprendre toute compétence utilisée contre lui, il est donc capable de copier la compétence de toucher drainant et de l'utiliser pour drainer autant d'énergie que possible du général démon, ce qui réduit ce dernier en poussière. Ayant acquis la compétence de toucher drainant, les chances de survie de Lak semblent bien meilleures maintenant, puisqu'il a un moyen de récupérer en plein combat, et il va certainement en avoir besoin, car il sait qu'il lui faudra une éternité pour traverser cette énorme horde de démons. Lak continue de se battre pendant des semaines et des mois sans la moindre pause, et il a déjà perdu la notion du temps après être resté si longtemps sous terre. Chaque fois qu'il manque d'énergie, il utilise le toucher drainant sur l'un des démons pour récupérer, et chaque fois qu'il a sommeil, il lance un sort appelé marionnette sur lui-même pour forcer son corps à continuer le combat même lorsqu'il est inconscient. De cette manière, il est devenu moins un humain et plus une machine à tuer sans cervelle dont le seul but est d'éliminer tous les démons, et 10 ans plus tard, Lak est sur le point d'atteindre cet objectif. Il a déjà éliminé la grande majorité de l'armée démoniaque, et maintenant le seul restant est le roi démon lui-même. La magie de feu du roi démon n'est pas une blague, alors Lak prévoit de réduire la distance et d'utiliser le toucher drainant sur lui pour récupérer un peu d'abord, mais le roi démon s'y attend déjà, donc au moment où Lak entre en contact avec son corps, il utilise la magie pour annuler son toucher drainant. Cela laisse Lak incapable de se soigner, et si les choses continuent ainsi, il ne faudra que peu de temps avant qu'il ne s'épuise. Il échange quelques coups de plus avec le Seigneur Démon, et le Seigneur Démon finit par briser la lame de Lak, mais il dit qu'il n'en a pas vraiment besoin, puisqu'il est de toute façon un mage, et il procède à lancer un sort de flamme infernale directement sur le roi démon. Le sort parvient en fait à étourdir le roi démon, alors Lak s'approche et lance un autre sort de flamme infernale juste devant le corps du Seigneur Démon. Cette fois, le Seigneur Démon utilise la magie pour se défendre contre les flammes, mais à ce moment-là, Lak lance simultanément le sort de toucher drainant, et le Seigneur Démon n'est pas capable de se défendre contre les deux en même temps. Il se retrouve donc bloqué dans une impasse où Lak draine constamment l'énergie du roi démon pour maintenir son sort de flamme infernale, et Lak est prêt à rester là aussi longtemps qu'il le faudra pour vaincre le roi démon. Lak a maintenu ses sorts pendant d'innombrables jours jusqu'à ce qu'il ait enfin vidé toutes les réserves de mana du Seigneur Démon, et lorsqu'il a enfin repris conscience et réalisé qu'il avait réellement gagné,
il a saisi l'épée du roi démon et a célébré sa victoire. Maintenant qu'il avait vaincu le roi démon, il pouvait enfin rentrer chez lui, mais il y a un petit problème à cela, puisqu'il ne sait pas où il se trouve actuellement. Il suppose qu'il finira probablement par tomber sur une ville s'il suit la route, mais il a perdu sa carte d'aventurier et tous ses effets personnels pendant le combat, il n'a donc aucun moyen de s'identifier. Lac finit par arriver à la capitale royale, et il trouve qu'elle a l'air très différente de la dernière fois qu'il l'a vue, mais il n'y prête pas trop attention et décide d'y entrer. Cependant, il a oublié qu'il portait toujours l'épée du seigneur démon, alors quand les gardes le voient, ils paniquent et lui disent de s'arrêter. Lac s'arrête et leur demande si quelque chose ne va pas, et voyant que Lac n'a pas d'intention malveillante, les gardes attribuent cela à une simple étourderie innocente et l'aident à envelopper son épée pour qu'il n'effraie pas les gens en ville. Ils ont même eu la gentillesse de lui donner des vêtements de rechange qu'ils avaient sous la main, et Lac est reconnaissant pour ce geste gentil, car il n'avait pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements pour le moment. Il commence alors à marcher dans la ville, et la première chose qu'il veut faire est de passer chez Goran pour voir comment lui et sa famille vont, mais quand il arrive, il trouve un immense manoir. Il frappe à la grille et demande à voir Goran, mais le majordome de Goran lui demande s'il a un rendez-vous, et Lac n'en a pas, alors il dit qu'il ne pourra pas rencontrer Goran aujourd'hui. Lac lui dit qu'il est sûr que Goran voudra faire une exception pour un vieil ami, mais quand le majordome l'entend dire cela, il suppose que Lac n'est qu'un arnaqueur essayant d'usurper l'identité du grand saint Lac, alors il lui dit de dégager, et Lac n'a d'autre choix que de partir. Alors qu'il marche dans la ville, il aperçoit par hasard une statue géante, et il ne se souvient pas quelle était la dernière fois qu'il était dans la capitale, alors il demande à un passant au hasard qui c'est. L'homme est d'abord choqué que Lac ne sache pas qui est la statue, mais après l'avoir regardée, il suppose que Lac est un gamin de la campagne qui n'a jamais appris cela, alors il explique que voici une statue du grand saint Lac, l'homme dont le sacrifice noble a sauvé le monde entier à lui seul. Lac est complètement abasourdi, car il n'avait aucune idée qu'il était devenu si célèbre, et c'est aussi un énorme problème pour lui, car si tout le monde croit qu'il est mort il y a 10 ans, il va avoir du mal à vérifier son identité. Après tout, qui croirait qu'il a réussi à survivre et à se battre sans arrêt pendant 10 ans? Pour l'instant, il se rend juste à la guilde pour voir ce qu'il peut faire pour sa réinscription d'aventurier, mais alors qu'il s'apprête à parler à la réceptionniste, Goran apparaît soudainement à sa recherche, les larmes aux yeux, attrape Lac et l'entraîne dans une pièce privée. Il avait entendu parler de la visite de Lac chez lui, alors il est venu voir par lui-même, et il a reconnu Lac dès qu'il l'a vu. Il dit qu'il est si heureux de l'avoir de retour, et Lac est surpris de voir à quel point Goran a vieilli maintenant, mais Goran dit que cela fait 10 ans, donc bien sûr qu'il a l'air plus vieux. Il apporte un plat de nourriture à Lac, car il dit qu'il a vraiment faim, et Lac est ravi de pouvoir enfin manger de la vraie nourriture, car tout le temps où il était bloqué dans le combat, il se sustentait grâce à l'énergie drainée des démons, mais son estomac était toujours vide. Cependant, après avoir entendu cela, Goran l'arrête et dit à Lac que ce n'est pas une bonne idée d'en faire trop avec de la nourriture solide s'il n'a vraiment pas mangé depuis 10 ans. Il demande à son majordome d'aller chercher à Lac une bouillie de riz qui sera facile à digérer, et peu de temps après, la bouillie arrive, mais celui qui l'apporte n'est pas le majordome, mais Eric. Lac est heureux de revoir Eric après tout ce temps, et Eric est tout aussi heureux de voir que Lac a réussi à survivre, mais après s'être calmé, il ressent le besoin de lui demander comment il a fini dans cet état, car non seulement il n'a pas vieilli du tout au cours des 10 dernières années, mais Eric jurait que Lac a même l'air beaucoup plus jeune qu'au début. Lac ne comprend pas de quoi il parle au début, mais ensuite il se regarde dans le miroir, et il réalise qu'il a vraiment l'air beaucoup plus jeune qu'avant. Maintenant qu'il y pense, il se souvient qu'il a absorbé une grande quantité de force vitale du seigneur démon quand il le combattait, cela a donc peut-être été ce qui l'a rajeuni. Eric et Goran restent figés en entendant que Lac a réellement vaincu le roi démon, et ils expliquent que le royaume renforçait son armée en prévision du retour éventuel du roi démon. Cependant, si Lac a vraiment tué le roi démon, alors Eric dit qu'en tant que roi, il lui doit une récompense. Lac est stupéfait un instant quand il apprend qu'Eric est maintenant le roi. Bien qu'il se souvienne qu'Eric avait mentionné qu'il était un royal à un moment donné, et apparemment, après son retour, le roi précédent a estimé qu'il méritait ce titre pour avoir repoussé le seigneur démon, il a donc été couronné roi. Quant à Goran, il est devenu le maître de la guilde des aventuriers, alors Lac pense qu'ils s'en sont tous deux plutôt bien sortis, mais ils lui disent qu'il est tout aussi réussi qu'eux, car il a été nommé grand sage et sauveur du monde. Il a même reçu le titre d'archiduc sur recommandation d'Eric, et il est surpris d'apprendre qu'Eric a réussi à convaincre les autres nobles de lui laisser recevoir un tel titre, car il se souvient à quel point ils étaient pointilleux sur le fait qu'il soit un roturier, mais après tout, à l'époque il pensait que Lac était mort, c'était donc plus un geste symbolique. Si c'est le cas, alors Lac demande si son retour à la vie ne va pas causer de problème parmi la noblesse, et maintenant qu'Eric et Goran y pensent, ils pensent que cela va effectivement poser problème, mais Lac leur dit de ne pas s'en faire, car il ne veut pas vraiment être sous les feux de la rampe, donc il est d'accord pour qu'il fasse comme s'il était toujours mort. Après tout, il n'avait ni amis ni famille qui auraient pu s'inquiéter pour lui.
Eric lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Lac dit qu'il pensait en fait recommencer à zéro en tant qu'aventurier. Goran utilise quelques relations et fait fabriquer une carte de guilde spéciale pour Lac, qui cachera sa classe S de mage suprême et n'affichera que sa classe F de guerrier, et avec cela, Lac se rend à la guilde pour entreprendre sa première quête. Cependant, quand la réceptionniste, Aaron, découvre qu'il veut entreprendre une quête d'extermination de gobelins tout seul, elle refuse de le permettre, car elle a vu trop d'aventuriers novices mourir à cause de leur excès de confiance. Lac ne peut pas exactement lui dire qu'il est vraiment de rang S, alors il se retrouve forcé de faire équipe avec 2 novices nommés Ario et Ginny, un mage et un éclaireur archer, et bien qu'il ait voulu partir en solo à l'origine, il décide qu'il peut aussi bien aider à former les novices pendant qu'il y est. Il fait la connaissance des 2 alors qu'ils partent en voyage, et il découvre que Ginny est en fait assez bonne en éclairage, il ne leur faut donc pas longtemps pour localiser le nid de gobelins. Ils y entrent et commencent à éliminer autant de gobelins que possible, mais il y en a beaucoup plus ici que Ginny ne l'avait prévu, et soudain, ils entendent le cri d'un hobgoblin venant du fond de la caverne. Lac a le sentiment qu'il y a encore quelque chose de plus fort là-dedans, mais avant qu'il puisse mettre le doigt dessus, il entend le bruit d'une jeune épéiste chargeant le hobgoblin, et il semble qu'elle soit également venue détruire le nid de gobelins. Les autres sont impressionnés par la force de la jeune fille, mais Lac voit qu'il va être dangereux s'il reste ici, alors il leur dit de sortir d'ici. Ils sont bien conscients du fait qu'ils n'ont aucune chance contre cette chose, alors ils acceptent de partir sans discuter. Pendant ce temps, Lac s'avance à découvert et crie à la jeune fille, lui demandant si elle a besoin d'aide, mais elle lui dit qu'elle est plus que capable de gérer ce type toute seule, donc elle n'a pas besoin de son aide. Puisqu'elle veut s'en occuper seule, Lac décide de rester en dehors du combat pour l'instant, mais alors que la bataille s'éternise, Sia n'a encore fait aucun progrès significatif, et Lac lui demande à nouveau si elle est sûre de ne pas vouloir son aide. Sia insiste sur le fait qu'elle est parfaitement capable de gagner ce combat, mais cela ne semble pas être le cas du point de vue de Lac, car il peut voir que son épée ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Un instant après qu'il ait dit cela, l'épée de Sia finit par se briser en morceaux, et comme elle est maintenant en réel danger, Lac décide finalement d'intervenir et abat le monstre en un instant, le tranchant en 4 parties. La jeune fille est émerveillée par la force de Lac, et elle réalise qu'elle a été plutôt impolie avec lui plus tôt, alors elle redresse sa posture et se présente formellement comme la fille de Danton, le chef de la tribu des bêtes de l'Est. Elle remercie ensuite Lac de lui avoir sauvé la vie et lui demande qui il est, ce à quoi Lac déclare fièrement qu'il n'est qu'un aventurier de rang F. Sia traite immédiatement Lac de menteur, car il est impossible qu'il soit un aventurier de rang F alors qu'il est si fort, mais il sort alors sa carte de guilde pour prouver qu'il est vraiment de rang F. Elle demande comment c'est possible, puisqu'il est bien trop puissant pour être de rang F, mais Lac dit que c'est une longue histoire. Il demande ensuite à Sia quel est son rang, et elle l'informe qu'elle est de rang B, mais après avoir découvert que Lac est si fort, elle a un peu honte d'elle-même de lui avoir dit de rester en dehors du combat plus tôt. Lac lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour ça, puisqu'il sait qu'elle n'a dit ça que parce qu'elle pensait qu'il était un aventurier débutant et qu'elle ne voulait pas qu'il se blesse, et compte tenu de ce qu'elle savait à ce moment-là, c'était la bonne décision à prendre. Cela mis à part, Lac lui demande si elle peut lui parler du monstre qui se cache plus profondément dans la grotte, et Sia se fige un peu en entendant cette question. Lac l'avait entendu appeler le seigneur gobelin un sous-fifre plus tôt, et cela doit signifier qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant que lui par ici, donc il veut s'en occuper. Sa mission était peut-être simplement d'exterminer les gobelins, mais s'il y a quelque chose ici qui pourrait représenter une menace pour les villageois des environs, alors il veut y mettre fin. Sia dit à Lac que vaincre le monstre ne va pas être aussi simple, car ce à quoi ils font face est un seigneur vampire. Lac réfléchit à ce qu'il sait des seigneurs vampires, et avec leur vitalité incroyablement élevée et leur capacité à se transformer, il peut voir que cela va vraiment être un adversaire problématique, mais si Sia savait qu'il y avait un seigneur vampire ici depuis le début, alors Lac demande pourquoi elle a pris la peine d'essayer de le combattre en premier lieu, car c'est définitivement trop fort pour qu'elle puisse le battre. Après tout, elle avait tellement de mal contre le seigneur gobelin plus tôt. Sia était bien consciente de la façon dont le rapport de force était déséquilibré, mais elle a quand même insisté pour le combattre, car c'est quelque chose sur lequel elle ne peut pas reculer. Lac n'est pas vraiment intéressé par l'histoire de Sia, alors il décide d'en rester là et de ne pas poser de questions supplémentaires, mais Sia décide de lui raconter son histoire quand même. Elle explique que sa famille est issue d'une longue lignée de chasseurs de vampires, et il y a quelque temps, ils chassaient un groupe particulier de vampires, et ils avaient presque gagné la bataille, à tel point qu'il ne restait plus qu'un seul vampire, mais comme le chef était blessé, ils ont été forcés de battre en retraite, laissant ce dernier s'échapper, et ce dernier se trouvait être le seigneur vampire qui se cache dans ces grottes. Elle veut restaurer l'honneur de sa famille en éliminant le vampire une fois pour toutes. Si c'est le cas, alors Lac demande ce qui se passe si lui, en tant qu'étranger, l'aidait à vaincre le seigneur vampire, puisqu'il suppose qu'une telle chose l'empêcherait de restaurer l'honneur de sa tribu comme elle le voulait, mais Sia lui dit en réalité que peu importe qui tue le vampire, tant qu'il meurt, donc elle est autorisée à accepter de l'aide.
Dans ce cas, Lac lui tend son épée et lui dit de l'utiliser, puisqu'elle ne peut pas se battre sans arme, et quand elle demande ce qu'il va utiliser s'il lui donne son épée, Lac lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est encore assez fort à main nue. Au début, Sia suppose que Lac doit bluffer en disant qu'il peut se battre à main nue et qu'il voulait juste trouver une excuse pour la laisser affronter le seigneur vampire pour son honneur, mais en réalité, Lac est vraiment fort à main nue, car il parvient à réduire complètement en miettes les quelques gobelins qu'il croise d'un seul coup de poing ou de pied. Sia n'arrive pas à croire à quel point Lac est fort, et Lac se souvient de ce qu'il ressentait à l'époque où il combattait encore avec les autres. Ils étaient tous les deux anormalement forts comparés à lui, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part lancer des sorts depuis l'arrière. Cependant, après avoir affronté l'armée du roi démon pendant 10 ans, il a été forcé de maîtriser les arts martiaux s'il voulait survivre, donc ce niveau est normal pour lui maintenant. Ils finissent par arriver dans la salle du seigneur vampire, et le seigneur vampire ricane à leur entrée, car il reconnaît Sia et lui dit qu'elle vise beaucoup trop haut si elle pense pouvoir le vaincre comme ça. Il a fallu tout ce que son père avait pour simplement égratigner le seigneur vampire, donc il n'y a aucun moyen que Sia puisse lui faire quoi que ce soit. Cependant, il veut la remercier de lui avoir fait la faveur d'amener un humain jusqu'ici. Le charme vampirique du vampire ne fonctionne pas sur les hommes bêtes, mais il est très efficace sur les humains, alors il tente immédiatement de lancer le sort sur Lac. Pendant qu'il fait cela, soudainement, les yeux de Lac deviennent vitreux, et le vampire suppose qu'il a dû déjà tomber sous son contrôle et lui ordonne d'avancer. Lac commence à marcher vers le vampire, et pendant qu'il fait cela, le vampire demande à Sia si elle préfère mourir de ses mains ou de celles de son ami, mais alors qu'il dit cela, soudainement, Lac tire son poing en arrière et frappe le vampire en plein visage. Il venait de faire semblant d'être sous le sort pour pouvoir s'approcher et attaquer, et le vampire n'a aucune idée de la façon dont Lac a réussi à résister au sort de charme, mais Lac dit simplement qu'il a toujours eu une très haute résistance aux affaiblissements, donc il n'est pas surpris que cela n'ait pas fonctionné. Le vampire est une fois de plus choqué, car il n'arrive pas à croire que la résistance naturelle de Lac ait suffi à vaincre l'hypnose d'un seigneur vampire, mais à ce sujet, Lac ne pense pas vraiment que le vampire mérite de s'appeler seigneur vampire, car rien de ce qu'il a montré jusqu'à présent n'est impressionnant. Lac dit simplement ce qu'il pense ici, mais le vampire prend énormément offense à cela et s'en prend à Lac, alors Lac l'envoie d'un coup de pied dans un mur. Cela rend le vampire encore plus en colère qu'il ne l'était déjà, alors il tente d'utiliser la magie pour aspirer la force vitale de Lac, mais Lac le voit venir et saute en l'air pour éviter d'être touché, avant d'activer un sort de super vitesse pour foncer droit devant le vampire. Maintenant qu'il est à portée, il commence à utiliser le toucher drainant sur le vampire pour l'affaiblir considérablement, le réduisant à l'état de simple coquille desséchée qui peut à peine parler. Le vampire n'arrive pas à croire qu'il a réellement perdu contre un humain, et il tente de s'échapper en se transformant en nuée de chauve-souris, mais Sia refuse de le laisser lui filer entre les doigts une seconde fois, alors elle s'élance et tranche le vampire en deux. Grâce aux propriétés spéciales de l'épée du seigneur démon, le vampire est incapable de régénérer comme d'habitude, et il finit par se réduire en poussière sur le sol. Après la mort du vampire, Sia remercie Lac de lui avoir laissé utiliser son épée et la lui rend, mais elle mentionne qu'elle a ressenti un étrange pouvoir émanant d'elle, et elle demande à Lac s'il a une idée de ce que c'était. Lac fait semblant d'ignorer et lui dit qu'elle a dû imaginer cela, car il ne veut pas révéler que cette épée appartenait en réalité au seigneur démon. Sia se dirige ensuite vers le tas de cendres du vampire et commence à y fouiller, alors Lac lui demande ce qu'elle fait, et elle explique qu'elle cherche le médaillon maudit que le vampire a laissé tomber. Lac n'a aucune idée de ce qu'est un médaillon maudit, puisque ces choses n'existaient pas il y a 10 ans, alors Sia lui explique que beaucoup de seigneurs vampires ont des médaillons comme celui-ci dans leur corps, et à chaque fois qu'ils sucent du sang ou tuent quelqu'un, le médaillon absorbe de l'énergie maudite. Juste à ce moment, une partie de la tête du vampire, qui ne s'était pas encore réduite en poussière, se met à rire et dit aux deux que même s'ils ont réussi à le vaincre, ils ne pourront pas vivre en paix, car le pouvoir de ce médaillon va bientôt ouvrir une faille dimensionnelle, et une fois le portail ouvert, d'innombrables démons surgiront et envahiront ce monde alors que le roi démon reviendra enfin. Lac se souvient à quel point les failles dimensionnelles peuvent être délicates, car il y a 10 ans, lorsque le seigneur démon a envahi pour la première fois, lui et les autres ont riposté jusqu'à ce que le seigneur démon se retire dans la faille dimensionnelle, et tous les trois ont réussi à le suivre à l'intérieur avant que le portail ne se referme. Il est possible de quitter la dimension démoniaque à tout moment avec le fonctionnement de la faille, mais l'humanité n'a jamais compris comment ouvrir une faille depuis la dimension humaine, c'est pourquoi les autres n'ont jamais pu revenir aider Lac pendant toutes ces années. L'idée qu'une autre faille s'ouvre est très désagréable pour Lac, alors il tranche nonchalamment le médaillon en deux avec l'épée du seigneur démon, et l'épée absorbe l'énergie maudite, ce qui signifie qu'aucune faille ne s'ouvrira de sitôt. Le vampire n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir, mais Lac continue en lui disant que même si une autre faille dimensionnelle s'ouvrait, aucun démon n'en sortirait, car il les a déjà tous tués. Le vampire est horrifié d'entendre cela, mais maintenant qu'il fait vraiment attention, il réalise que l'épée qu'utilise Lac est l'épée du seigneur démon,
et c'est là que cela lui vient enfin à l'esprit que Lak doit être le grand sage. Cependant, Lak ne veut pas que Sia découvre cela, alors il achève le vampire avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Lak essaie ensuite de changer de sujet en s'excusant auprès de Sia d'avoir coupé le médaillon en deux, et elle lui dit que ce n'est pas un problème, mais surtout, elle a entendu le vampire appeler Lak le grand sage tout à l'heure, et maintenant qu'elle y pense, cela expliquerait pourquoi Lak est si anormalement fort. Elle lui demande s'il est vraiment le grand sage, et au début, Lak essaie de le nier, mais il est finalement forcé d'avouer sa véritable identité. Il lui demande simplement de garder le secret pour lui, car il ne veut pas que le monde découvre qu'il est toujours en vie, et Sia jure que personne ne le saura jamais par elle. Après cela, il retourne à la guilde pour faire un rapport sur ce qui s'est passé lors de leur mission aujourd'hui, et la réceptionniste est choquée qu'ils aient réussi à obtenir autant de noyaux de gobelins, mais c'est simplement parce qu'il y avait plus de gobelins que prévu initialement. Il rapporte également ce qui s'est passé avec le seigneur vampire à la guilde, mais alors qu'ils partent, Sia demande à Lak s'il pourrait parler directement à Goran et lui raconter ce qui s'est passé. Lak demande pourquoi, puisqu'ils l'ont déjà signalé à la guilde, alors Sia lui dit qu'elle craint qu'il ne soit trop tard pour agir au moment où la guilde vérifiera l'histoire et la rapportera à Goran. Lak comprend son point de vue, donc quand il retourne au domaine de Goran, il lui montre la moitié du médaillon et le met au courant de tout ce qui s'est passé. Lak a pu empêcher un autre portail de s'ouvrir, mais le vampire a mentionné quelque chose à propos d'un dieu noir à un moment donné, et cela pourrait indiquer une autre invasion potentielle, donc ils doivent se préparer. Goran remercie Lak pour les informations et dit qu'il fera chercher l'origine du médaillon, car cela pourrait leur donner des indices sur les failles dimensionnelles, mais en attendant, il veut remercier Lak d'avoir pris soin de ses aventuriers débutants, car s'il n'avait pas été là, il ne serait jamais sorti vivant. Lak dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier, et il s'apprête à partir, mais alors qu'il ouvre la porte, il trouve la fille de Goran, Célie, debout là. Goran pense que c'est l'occasion parfaite de présenter Lak à elle, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle bougonne et s'en va. Lak demande ce que c'était que cette histoire, car on dirait vraiment qu'elle ne l'aime pas pour une raison quelconque, mais Goran suppose que son attitude doit être dirigée vers lui, car elle est en colère contre lui pour ne pas l'avoir laissé devenir aventurière. Il sait que Célie est compétente, mais être aventurière est une entreprise vraiment dangereuse, donc il voulait attendre que sa femme revienne de son voyage d'affaires pour qu'il puisse en discuter en famille, mais avec la façon dont Célie se comporte ces derniers temps, Goran a le sentiment qu'elle pourrait bien s'inscrire comme aventurière de son propre chef, et il ne peut pas exactement l'en empêcher. Alors il dit qu'il a une faveur à demander à Lak, il aimerait que Lak garde un œil sur Célie pour s'assurer qu'elle ne se mette pas en danger. Lak accepte de le faire, mais il a toujours le sentiment que Célie ne l'aime pas pour une raison quelconque. Le lendemain matin, il découvre pourquoi, car pendant le petit déjeuner, Célie prend soudainement la parole et accuse Lak d'être le fils illégitime secret de son père. Lak n'a aucune idée de la façon dont elle est arrivée à la conclusion qu'il est le fils illégitime de Goran, mais Célie pense que tout cela a parfaitement du sens. Après tout, Goran a justement fait venir Lak alors que sa femme était en voyage d'affaires. Il semble inhabituellement heureux depuis que Lak est revenu, et pendant qu'il était parti pour son voyage de 3 jours, Goran s'inquiétait sans cesse pour lui. Lak admet que cela semble un peu suspect, mais il ne peut pas laisser Célie continuer à penser que Goran a trompé sa femme, alors il essaie de dissiper le malentendu et d'expliquer qu'il n'est pas le fils de Goran et qu'il est en réalité bien plus âgé qu'il n'en a l'air. Cependant, Célie en déduit simplement que Lak doit être son grand frère. Dans une ultime tentative pour dissiper le malentendu, Lak décide de lui montrer sa carte d'aventurier pour prouver qu'il n'a pas le même nom de famille que Goran. Cependant, à travers une série d'acrobaties mentales, Célie en arrive à la conclusion que Goran n'a probablement pas encore reconnu Lak comme son fils, et elle se sent maintenant mal pour lui, alors elle promet de convaincre son père de reconnaître Lak. Elle est sûre que sa mère va être absolument furieuse quand elle l'apprendra, et Lak ne veut pas ruiner le mariage de son meilleur ami à cause d'un malentendu, alors il finit par décider de dire toute la vérité à Célie avant qu'elle n'aille raconter à tout le monde qu'il est le fils de Goran. Il demande au majordome de la famille de quitter la pièce un instant, et après qu'il soit parti, il sort sa carte de guilde et annule temporairement le masquage que Goran y avait mis, révélant qu'il est en réalité le grand sage de rang. Célie reste sans voix quand elle réalise que Lak est le grand sage qui a sauvé le monde, et Lak continue en expliquant qu'il vient juste de revenir de la faille dimensionnelle il y a quelques jours, ce qui explique pourquoi Goran était si content de le voir. Cependant, bien que Célie croit maintenant que Lak est le grand sage, elle en déduit d'une manière ou d'une autre que le grand sage a toujours été son frère, et Lak commence à en avoir assez, alors il crie sur Célie pour qu'elle se taise et l'écoute. Après une longue explication, Célie comprend enfin que Lak n'a aucun lien de parenté avec elle, et que Goran n'a trompé sa femme avec personne, et elle s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives, mais Lak est juste soulagé qu'elle ait enfin compris. Avec une imagination aussi débordante, Lak comprend pourquoi Goran hésite tant à la laisser devenir aventurière, mais cela signifie aussi qu'elle a une forte volonté, donc pour voir de quoi elle est faite, Lak demande à Célie si elle aimerait partir à l'aventure avec lui.
Célie s'était déjà enregistrée comme aventurière dans le dos de Goran à ce moment-là, donc si Locke ne l'avait pas invitée à l'accompagner sur une mission relativement sûre, elle aurait fini par accepter une mission par elle-même à un moment donné. Ils arrivent bientôt au village qui a fait la demande auprès de la guilde, et d'après ce qu'ils ont appris du chef du village, on a récemment aperçu toutes sortes de bêtes mythiques, y compris des hydres, des chimères et même des dragons. Pourtant, il n'y a encore eu aucune victime humaine. Le fait qu'un dragon soit impliqué rendrait normalement cette quête bien plus élevée que le rang E, mais comme aucun humain n'a été blessé, cela amène Locke à croire que le dragon, ainsi que les autres bêtes mythiques, doivent tous être des illusions. Il se dirige vers l'endroit précis où la plupart des observations ont eu lieu, et effectivement, après être entrés dans la forêt, ils sont soudainement arrêtés alors qu'un dragon géant se manifeste de nulle part. Célie est terrifiée quand elle voit le dragon, et elle demande à Locke s'il est sûr que cette chose est une illusion car elle lui semble bien réelle, mais Locke l'assure que c'est définitivement une illusion, puisqu'il ne ressent ni la masse ni la chaleur qui accompagne un vrai dragon. Cependant, il admet que cette chose est hyper réaliste, donc il ne blâme pas Célie de penser que c'est réel. Quoi qu'il en soit, il lui demande d'aller combattre l'illusion du dragon parce qu'il veut évaluer ses compétences, et Célie accepte, alors elle se précipite pour l'attaquer, mais quand son épée entre en contact, elle ne parvient pas à faire de dégâts car cette chose est assez solide pour une illusion. En la regardant se battre, Locke est impressionné par ce qu'il voit car, comme le dit Goran, Célie a vraiment les compétences d'un aventurier de rang B, mais il ne s'attendait pas à ce que l'illusion soit si bien faite quand il lui a demandé d'aller la combattre. La plupart des illusions agissent comme des fantômes semi-solides, mais cette chose est une masse entièrement solide de mana, c'est pourquoi Célie n'arrive pas à la détruire. Le dragon commence alors à préparer une explosion de feu, et Célie ne le remarque pas à temps pour s'écarter, alors elle se retrouve engloutie par des flammes imaginaires, et à ce moment-là, Locke décide d'intervenir, alors il s'élève dans les airs et vole juste à côté du dragon avant d'utiliser sa compétence à prendre pour copier la magie d'illusion car il est sûr qu'elle lui sera utile plus tard, et maintenant que c'est fait, il utilise toucher drainant sur le dragon, et comme le dragon est une masse solide de mana, son toucher drainant l'absorbe complètement. Maintenant que le dragon a disparu, Locke regarde Célie, qui roule toujours par terre parce qu'elle pense être en feu, et il lui dit qu'elle peut se lever maintenant. Célie est surprise de voir qu'elle n'a pas été brûlée du tout, mais Locke lui rappelle que le dragon n'était qu'une illusion, donc bien sûr, le feu était aussi faux, mais il explique que des situations comme celle-ci sont la raison pour laquelle il n'est pas conseillé d'attaquer une illusion de front, et qu'elle devrait plutôt se concentrer sur la recherche du lanceur d'illusions en premier, et d'ailleurs, Locke crie dans la forêt pour demander au lanceur d'illusions de se montrer car il veut lui parler. Locke l'assure qu'il est conscient que le lanceur d'illusions n'a blessé aucun villageois, donc il n'a pas l'intention de l'attaquer, mais comme c'est un travail de la guilde, il est tenu d'enquêter sur la raison pour laquelle les illusions apparaissent sans cesse. Il demande au lanceur s'il a une raison de faire cela, et après une courte pause, le lanceur répond, disant qu'il essaie de protéger quelque chose. Locke peut comprendre cela, mais il demande si cette chose qu'il essaie de protéger peut être déplacée, et le lanceur lui dit que la déplacer serait plutôt difficile, donc il ne peut pas le faire pour le moment. Honnêtement, Locke ne verrait pas d'inconvénient à laisser le lanceur tranquille ici, mais alors il devrait signaler à la guilde qu'il n'a pas réussi à aller au fond de l'affaire, et la guilde réassignerait simplement la mission à un autre groupe d'aventuriers, probablement un qui ne sera pas aussi compréhensif et qui pourrait essayer d'abattre le lanceur par la force. Le lanceur réalise que Locke a raison, alors il accepte de montrer à Locke la chose qu'il protège et se révèle. Célie recule à la vue du garçon car elle réalise qu'il est un démon et on lui a appris que tous les démons sont mauvais, mais Locke lui dit que c'est juste une vieille idée fausse car les démons sont fondamentalement des gens ordinaires qui sont généralement plus forts que les humains moyens. Locke demande à Lucira ce qu'il protège, alors il dit à Locke et Célie de le suivre pour leur montrer le chemin. En chemin, Locke demande à Lucira pourquoi il est prêt à leur faire confiance aussi facilement alors qu'ils viennent de se rencontrer, alors il explique que puisque ses illusions n'ont pas fonctionné sur Locke, il peut dire que Locke doit être un mage de haut niveau, bien plus fort que lui au minimum, et cela étant le cas, aurait été un jeu d'enfant pour Locke de l'éliminer s'il l'avait voulu. Pourtant, Locke a quand même choisi de discuter avec lui et n'a pas utilisé la force, donc Lucira a décidé qu'une personne aussi calme et rationnelle que lui méritait sa confiance. Lucira finit par les emmener vers d'anciennes ruines où quelqu'un nommé Gerberg se cache, et quand ils entrent, Célie et Locke sont surpris de découvrir que Gerberg est en fait un poulet. Lucira est offensée quand Célie appelle Gerberg un poulet et explique qu'il est en fait un volatile sacré doté de pouvoirs divins. Célie pense qu'il invente tout car il ressemble définitivement à un poulet, mais Locke lui couvre la bouche pour qu'elle n'offense plus Lucira et lui demande d'expliquer ce qu'il veut dire quand il dit que Gerberg a des pouvoirs divins. Lucira dit qu'il aimerait développer, alors il commence par expliquer qu'il vient d'une tribu de démons qui vivait autrefois dans le nord, et il vénérait Gerberg, le poulet divin, depuis des générations à ce stade car il possède le pouvoir de fermer les failles dimensionnelles, c'est pourquoi il a été confié à leur clan. En entendant cela, Locke se souvient de ce que ce vampire a dit à propos de nouvelles failles dimensionnelles qui s'ouvrent pour que le dieu démon puisse envahir,
et il semble que Gerberg soit un obstacle majeur à ce plan, donc il suppose que les vampires ont dû le cibler, et Lucira confirme qu'il a raison. Les choses étaient paisibles jusqu'à récemment dans son village, mais un jour ils ont soudainement été attaqués par un groupe de vampires, et tout le monde dans le village était mort en un rien de temps. Le seul qui a réussi à survivre était Lucira, donc le chef du village lui a confié Gerberg et lui a dit de fuir, alors Lucira a fui le village aussi vite qu'il le pouvait à la recherche d'un endroit sûr pour cacher Gerberg. Lac comprend tout cela, mais il demande à Lucira pourquoi il viendrait dans ces ruines parmi tous les endroits où il aurait pu aller, et Lucira explique que cet endroit était autrefois un temple sacré et il avait entendu dire qu'il y avait ici une barrière qui éloignerait les vampires. Lac demande si cela signifie qu'ils n'ont pas été attaqués du tout depuis leur arrivée, mais maintenant que Lucira y pense, des vampires sont quand même apparus malgré la barrière, et il ne sait pas pourquoi. Lac utilise sa magie et essaie d'inspecter la barrière, mais au lieu de cela, il découvre qu'il n'y a pas de barrière du tout, ce qui signifie que Lucira est complètement exposée ici. Comme cet endroit n'est pas sûr, Lac suggère à Lucira d'emmener Gerberg avec eux dans la capitale, et il promet de faire tout son possible pour les protéger. Comme preuve de ses capacités, il montre à Lucira l'épée du Seigneur Démon et l'informe qu'il est le grand sage, ce qui est une énorme surprise pour Lucira car il n'aurait jamais imaginé qu'il rencontrerait le grand sage, et encore moins que le grand sage lui offrirait de le protéger. Il accepte volontiers l'offre de Lac, donc le groupe se prépare à quitter les ruines ensemble, mais à peine sort-il que Lac sent soudainement quelque chose arriver et pousse Lucira hors du chemin juste avant d'attraper un démon dans les airs et de le repousser. Deux autres démons apparaissent bientôt aussi, et ils exigent de savoir qui Lac pense être pour interférer dans leur plan. Lac ne leur répond pas, mais comme il cherche clairement Lucira et Gerberg, il ne peut pas les laisser survivre car ils pourraient transmettre des informations à leur QG, alors il les frappe immédiatement avec des flèches magiques, et pendant qu'ils sont étourdis, il lance une flamme d'incinération sous eux. Cela tue instantanément deux d'entre eux, mais un réussit à survivre et commence à s'envoler tout en se transformant en un essaim de chauve-souris. Cependant, Gerberg saisit l'occasion pour activer ses pouvoirs, détruisant le vampire en un instant. Célie et Lac sont tous deux surpris par ce qui vient de se passer, alors ils demandent si c'était vraiment le pouvoir de Gerberg, et Lucira explique que le pouvoir de Gerberg, en plus de fermer les failles, lui permet de mettre fin de force à toute anomalie, donc quand le vampire essayait de se transformer en un essaim de chauve-souris, Gerberg a pu déstabiliser cette transformation, le tuant instantanément. Célie est confuse et demande pourquoi il fuit le vampire si Gerberg a un tel pouvoir, mais Lucira lui dit que le pouvoir ne fonctionne qu'après que le vampire a commencé à se transformer et est encore en pleine transformation, donc il ne fait pas grand-chose contre un vampire complètement transformé. Ils finissent par rentrer en ville, et quand ils arrivent à la porte de Goran, Lac trouve Sia qui l'attend là. Il est surpris de la voir de retour de son village si tôt, alors il lui demande si quelque chose s'est passé. Célie demande à Lac qui est cette fille, alors Lac la présente comme une aventurière de Rambé et chasseuse de vampires qu'il a récemment rencontrée. Sia informe Lac qu'elle a en fait de mauvaises nouvelles à partager, et Lac comprend, alors il lui demande d'attendre qu'il soit à l'intérieur pour lui dire. Dans la chambre de Lac, Sia informe Lac qu'elle a enquêté sur les vampires comme il le lui avait demandé, et d'après ce qu'elle peut dire, les vampires préparent quelque chose de vraiment énorme, et pire encore, ils semblent avoir un seigneur vampire suprême à leur tête, et les seigneurs vampires suprêmes sont significativement plus forts que les seigneurs vampires ordinaires, donc il va être beaucoup plus difficile de gérer celui-ci. Elle explique que sa tribu fait tout ce qu'elle peut pour essayer de mettre un terme au complot, mais que son père n'a pas encore retrouvé toute sa force, et que la plupart de leurs forces sont des combattants d'arrière-garde, donc elle craint qu'ils ne finissent par être anéantis. Lac demande si c'est pour cela qu'elle est venue lui demander de l'aide, et elle le confirme, mais il y a en fait une autre chose qu'elle voulait demander à Lac de faire avant de s'occuper du haut seigneur vampire. Lac est surpris qu'il y ait quelque chose d'encore plus important que d'abattre un monstre aussi puissant, alors il lui demande ce que c'est, et c'est à ce moment que Sia révèle que les vampires ciblent récemment un certain poulet, et que ce poulet est très important, donc elle espérait que Lac pourrait le prendre sous sa protection. Elle est parfaitement consciente de l'absurdité de demander à Lac de s'occuper d'un poulet, mais elle l'assure qu'elle n'invente pas cela parce que ce poulet possède le pouvoir de fermer les portails dimensionnels et de se défendre contre les transformations vampiriques. Lac réalise bientôt qu'elle parle de Gerberg, alors il lui dit qu'il a déjà rencontré le poulet dont elle parlait son gardien, et en fait, il a l'impression qu'ils sont en train de l'espionner en ce moment même, alors il s'approche de la porte, et alors qu'il l'ouvre, Célie entre en tombant. Il lui dit qu'il est impoli d'espionner les gens, et Célie essaie de trouver une excuse, mais il n'y a aucun moyen de se sortir de cette situation, alors elle finit par s'excuser. Lucira est également là, alors Lac lui demande d'entrer parce qu'il aimerait le présenter à Sia. Lac se tourne ensuite vers Sia et lui dit que voici Lucira, et que c'est un démon du village chargé de protéger Gerberg, le même Gerberg qu'il tient dans ses bras. Sia a du mal à croire ses yeux car elle ne s'attendait pas à ce que Lac ait déjà trouvé Gerberg, mais Lac dit que c'était une coïncidence s'ils se sont rencontrés alors qu'il était en mission. Quoi qu'il en soit, puisque Gerberg est déjà en sécurité,
il ne reste plus qu'à abattre le Haut-Seigneur vampire, et selon les renseignements que Sia a pu rassembler, le Haut-Seigneur doit se trouver quelque part dans cette région, mais elle ne sait pas exactement où. Locke pense que cette mission va être vraiment ennuyeuse car il faudra beaucoup de temps pour fouiller la région, mais Célie, en revanche, est très excitée car elle trouve que c'est cool d'aller combattre un seigneur vampire. Cependant, Locke lui dit qu'il ne l'emmène pas dans cette mission. Célie est prise au dépourvu et demande pourquoi, alors Locke lui dit que c'est tout simplement trop dangereux pour quelqu'un de son niveau de participer à une mission comme celle-ci. Célie dit que ce n'est pas juste puisque Sia va avec lui et qu'ils sont à peu près égaux en force, mais Locke lui dit que c'est différent parce que, selon les lois de la tribu de Sia, elle est en quelque sorte obligée d'y aller, mais Locke n'est pas à l'aise à l'idée de mettre la fille de son ami dans ce genre de danger. Pour la réconforter, il lui dit qu'il a encore un travail important pour elle et demande à Célie de veiller sur Gerberg pendant son absence. Après tout, il ne peut pas vraiment emmener Gerberg avec lui jusqu'à la porte de l'ennemi. La capitale dispose d'une barrière solide, donc il n'aura pas à s'inquiéter que des vampires de niveau seigneur puissent entrer pour cibler Gerberg, mais il dit à Célie que, même avec la barrière, il a besoin de quelqu'un ici pour veiller sur lui pendant son absence. Célie était d'abord contrariée d'être laissée pour compte, mais maintenant que Locke présente les choses ainsi, elle a le sentiment d'avoir une mission spéciale à accomplir, alors elle accepte de rester et de garder Gerberg pour Locke. À ce moment-là, Goran rentre enfin à la maison, et quand Célie le voit, elle fond en larmes et s'excuse pour la froideur qu'elle a eue envers lui ces derniers jours, et Goran est content que Célie ne soit plus fâchée contre lui, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin de pleurer car cela ne l'a pas tant dérangé que ça. Il est un peu curieux de savoir ce qui l'a mise en colère contre lui au départ, alors il demande à Célie, et elle explique qu'elle pensait que Locke était son enfant illégitime, et quand Goran entend cela, il recrache sa boisson car il n'arrive pas à croire qu'elle ait imaginé une idée aussi ridicule. Si Célie se promenait avec ce genre d'idée en tête, Goran commence à s'inquiéter qu'elle ait pu causer beaucoup de problèmes à Locke, et il se tourne vers Locke pour s'excuser au nom de sa fille. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi Célie aime toujours sauter à des conclusions aléatoires, mais Locke est sûr qu'elle a hérité cela de Goran car il se souvient de nombreuses fois où il a dû gérer les malentendus de Goran lorsqu'ils voyageaient ensemble. Goran commence vraiment à reconsidérer l'idée de laisser Célie devenir aventurière car, à ce rythme, elle pourrait se faire piéger par quelqu'un, mais Locke lui dit qu'il n'y a pas de souci à se faire car il sera là pour surveiller Célie et s'assurer qu'elle ne se retrouve pas en difficulté. Goran est extrêmement heureux d'entendre cela, alors il serre Locke dans ses bras et le remercie abondamment, mais à ce moment-là, Célie revient, et quand elle voit Goran serrer Locke dans ses bras, elle saute à une autre conclusion erronée, alors Locke et Goran sont obligés de passer l'heure suivante à lui expliquer qu'elle a encore tort. Après avoir enfin réussi à faire comprendre le message à Célie, il est temps de revenir au sujet principal, alors Goran demande plus de détails sur la situation des vampires dont Locke avait parlé plus tôt. Locke l'informe que, selon Sia, il y a un haut-seigneur vampire qui tire les ficelles ici, et Goran est choqué en entendant cela car la présence d'un haut-seigneur rend la situation beaucoup plus compliquée. Locke dit qu'ils doivent trouver un moyen d'assurer la sécurité de Gerberg pendant qu'ils attaquent le château du haut-seigneur vampire, et Goran est d'accord, mais puisqu'il avait entendu que Gerberg possède le pouvoir de détruire les vampires, il demande s'ils peuvent lui demander de les aider à vaincre le seigneur vampire, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Lucira explique que le pouvoir de Gerberg ne fonctionne sur les vampires que lorsqu'ils sont en pleine transformation, et bien que sa capacité puisse encore être utile au combat, se battre tout en protégeant Gerberg est bien trop risqué car, si quelque chose tourne mal, l'ennemi pourrait capturer Gerberg. Et il ne voudrait vraiment pas que Gerberg tombe entre les mains des vampires, car si un vampire boit le sang d'un Sarafel, il absorbera tellement d'énergie maudite que le médaillon qu'il porte ouvrira immédiatement une faille dimensionnelle, permettant au dieu démon d'arriver. Locke et les autres sont choqués d'apprendre cela car ils ne savaient pas que les enjeux étaient si élevés, et maintenant ils ne peuvent définitivement pas emmener Gerberg près du champ de bataille, mais ils doivent encore trouver un endroit sûr pour le garder. À ce moment-là, Goran suggère qu'il pourrait demander de l'aide à Eric, et alors qu'il dit cela, Locke se souvient qu'Eric est maintenant le roi, donc s'il lui explique la situation, il ne devrait avoir aucun mal à protéger Gerberg au palais royal. Goran envoie immédiatement un messager au palais pour informer Eric qu'ils arrivent, et un peu plus tard, ils arrivent tous au palais royal et sont dirigés vers une salle d'attente. Un peu plus tard, Eric entre avec ses deux filles, Marie et Charlotte, et il les a amenées parce qu'elles meurent d'envie de rencontrer Locke depuis qu'Eric leur a dit qu'il était revenu. Locke est heureux de rencontrer les enfants de son cher ami, et Marie est tellement excitée car Locke est son héros, et elle a grandi en entendant tant d'histoires sur lui. Elle demande même à Locke de signer son livre d'images sur lui, mais Locke est stupéfait quand elle dit cela car il n'avait aucune idée qu'il avait des produits dérivés. Sia est surprise que Locke ne connaisse pas les livres d'images alors qu'ils sont si célèbres, mais après tout, il est logique qu'il ne soit pas au courant puisqu'il n'a pas été présent ces 10 dernières années. Tout le monde lui explique que pratiquement tous les enfants du royaume ont grandi en entendant des histoires sur les exploits héroïques de Locke, et son livre d'images est pratiquement un incontournable domestique à ce stade, et même Gerberg adore ce livre.
Même si cela montre à quel point les gens aiment et respectent Lac, ils trouvent quand même un peu étrange d'avoir une base de fans aussi semblable à un culte. À ce moment-là, Marie s'approche de Lucira et lui demande s'il est acceptable qu'elle touche Gerberg car il a l'air si duveteux et câlin, et Gerberg ne semble pas y voir d'inconvénient, alors Lucira la laisse le toucher autant qu'elle veut, et Charlotte se joint à elle. Elles s'amusent beaucoup toutes les deux, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter, alors Goran demande à Célie d'emmener Marie et Charlotte dans une autre pièce et de jouer avec elles pendant un moment. Une fois qu'elles sont parties, Eric remercie Lac d'avoir pris le temps de rencontrer ces petites filles car elles avaient vraiment hâte de le rencontrer, et bien que Lac ne comprenne peut-être pas l'importance de ce qu'il a fait pour elles, chaque personne sur ce continent doit sa vie paisible actuelle au sacrifice que Lac a fait. Et cela inclut à la fois Goran et Eric, car aucun d'eux n'aurait pu voir ses enfants grandir ainsi sans Lac. Lac est heureux d'apprendre qu'il est vraiment apprécié par tous les habitants de cette nation car cela signifie que son sacrifice en valait la peine, mais en y repensant, il se souvient qu'il y avait un autre membre du groupe de héros, et il n'a pas vu Luffy du tout depuis son retour. Eric explique que Luffy voulait venir voir Lac après avoir appris qu'il était de retour, mais elle a été très occupée à diriger l'ordre sacré du royaume, donc elle n'a pas eu l'occasion de quitter la cathédrale depuis un moment. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Célie et les filles ont été conduites par la servante, Rowana, mais Rowana semble avoir des intentions sinistres car ce ne sont pas les yeux d'une personne innocente. Du côté de Lac, il vient de finir de mettre Eric au courant de tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, et Eric est naturellement choqué quand il découvre que les vampires prévoient d'ouvrir une faille dimensionnelle pour que les dieux sombres puissent envahir ce royaume. Lac dit à Eric qu'ils doivent prendre soin de s'assurer que les vampires ne mettent pas la main sur Gerberg, car boire son sang leur permettrait d'ouvrir le portail immédiatement, et Eric comprend, alors il leur dit qu'il fera des préparatifs pour garantir que Lucira et Gerberg restent en sécurité au palais. Cela étant pris en charge, Lac et Sia sont maintenant libres d'aller affronter le Haut-Seigneur vampire, mais en parlant du Haut-Seigneur, Eric demande à Lac s'il a réellement un plan pour la façon dont ils vont le vaincre. Lac dit qu'il a effectivement un plan, et il explique qu'il va essentiellement rassembler un groupe de guerriers bêtes, et ensuite, une fois qu'ils seront tous en position, lui et Sia chargeront directement dans la base des vampires. Eric et Goran lui disent que ce n'est pas vraiment un plan, mais Lac pense que c'est plutôt bien parce que cela attirera tous les seigneurs vampires ordinaires vers lui et Sia, et pendant que tous ceux-là seront distraits, ce serait l'occasion parfaite pour les guerriers bêtes de frapper le Haut-Seigneur. Goran convient que la stratégie pourrait fonctionner, mais il pense qu'il serait préférable que les guerriers bêtes servent de diversion pendant que Lac s'occupe du Haut-Seigneur. Lac demande pourquoi, puisqu'il voulait prendre la partie la plus dangereuse du travail, et il est à peu près sûr qu'affronter une horde de seigneurs vampires est bien plus difficile qu'affronter un seul Haut-Seigneur vampire, mais bien que cela soit vrai, Goran ne pense pas que les bêtes seraient capables d'abattre le Haut-Seigneur sans Lac. Donc c'est lui qui doit attaquer le Haut-Seigneur. Malheureusement, un tel plan signifierait que quelques bêtes perdraient inévitablement leur vie au combat, mais Sia dit que c'est un prix qu'ils sont prêts à payer car arrêter le Haut-Seigneur vampire est extrêmement important. Goran aurait aimé envoyer des renforts de la guilde pour aider au combat, mais puisque les vampires ont la compétence de charme à leur disposition, envoyer des humains mènerait à un désastre, car, contrairement aux bêtes qui sont immunisées contre le charme, les humains sont facilement hypnotisés, et si un humain est charmé, il est très difficile de le remarquer immédiatement, ce qui est exactement ce qui est arrivé à la servante, car il semble qu'elle ait été charmée par les vampires. L'avance est qu'elle ait été piégée en enfermant Célie et les filles dans une pièce où un portail a été installé pour permettre à 3 vampires mineurs d'apparaître. Les vampires mineurs ont évidemment l'intention de prendre Gerberg, et en ce moment, Célie n'a pas son épée pour se défendre, mais elle refuse de laisser ses vampires blesser les filles ou Gerberg. Alors elle improvise et transforme un bougeoir en lance de fortune avant de charger contre les vampires mineurs. Les vampires tentent de charmer Célie, mais elle l'avait déjà anticipé, alors elle se couvre les yeux juste à temps pour l'éviter, et elle utilise ensuite le bougeoir pour tenir les vampires à distance. Elle fait un excellent travail au début, mais il n'y a que ce qu'un bougeoir peut supporter, alors il finit par se briser, et Célie se retrouve à nouveau désarmée. Les vampires s'apprêtent à attaquer de nouveau, mais à ce moment-là, une explosion les renverse car Lac a entendu le vacarme et s'est précipité dès qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Plus tôt, alors que Lac et les autres étaient en pleine conversation, Lac sentit soudain que quelque chose n'allait pas et sauta immédiatement par la fenêtre pour voir ce que c'était. Une fois dehors, il localisa la source de l'énergie sombre et changea de direction en plein vol afin d'arriver juste à temps pour sauver les filles. Dès que Lac arriva, les vampires tentèrent d'utiliser leur sort de charme sur lui, mais l'esprit de Lac est trop fort pour que cela fonctionne, alors il tendit négligemment son bras et lança un sort pour piéger les vampires dans une bulle. Il réduisit ensuite la bulle avec les vampires à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient écrasés en un seul point, ne laissant rien de leur corps. Célie est émerveillée par ce qu'elle vient de voir, car elle n'avait pas réalisé à quel point Lac était puissant avant maintenant, et à ce moment-là, la porte est défoncée par Goran et Eric, qui sont venus parce qu'ils étaient inquiets. Eric demande à ses filles si elles vont bien, et elles lui disent qu'elles vont bien parce que Célie les a protégées.
Célie n'a pas l'impression d'avoir vraiment fait grand-chose, mais Lac lui dit que si elle n'avait pas combattu le vampire jusqu'à son arrivée, il aurait été trop tard. Juste à ce moment, le portail commence à réagir à nouveau et il semble que d'autres vampires soient sur le point de passer, alors Lac décide d'utiliser un peu de la magie de Lucari pour créer une illusion. Alors que les vampires se téléportent, ce qu'il voit est une illusion du 8e seigneur vampire que Lac avait tué plus tôt, et les vampires inférieurs s'inclinent immédiatement pour rendre hommage à leur supérieur. Lac exige de savoir ce qu'ils font ici, alors les vampires expliquent qu'ils sont ici sur ordre du 6e seigneur vampire parce que les signatures de vie de 3 vampires envoyés ici plus tôt ont soudainement disparu, et ils sont censés découvrir pourquoi cela s'est produit. Lac leur dit qu'il les a tués pour le crime de manque de respect envers un seigneur vampire, et les vampires inférieurs n'ont d'autre choix que d'accepter cette explication, mais Lac leur demande alors pourquoi ils ont été assignés à venir ici en premier lieu, et les vampires inférieurs l'informent qu'ils tentent de capturer Gerberg et qu'ils ont déjà plusieurs serviteurs dans le château royal hypnotisés pour les aider à mener à bien la mission. Lac commence enfin à comprendre toute la situation, mais il a une dernière question pour les 2 vampires et leur demande si ce portail le mènera au 6e seigneur vampire. Les vampires confirment cela, et dès qu'ils ne sont plus nécessaires, Lac se débarrasse d'eux. Lac demande à Eric comment il est possible que les vampires aient réussi à entrer ici malgré la barrière protectrice autour du palais. S'il est vrai que la barrière empêche normalement la création d'un portail ici, il est toujours possible de faire entrer clandestinement un portail préfabriqué, et à ce propos, Lac dit à Eric qu'il devrait probablement s'occuper d'arrêter les serviteurs qui ont été compromis, en commençant par Rona puisque c'est elle qui a apporté le plateau avec le portail dessus. Pendant ce temps, Lac prévoit de traverser le portail et d'affronter le 6e vampire, alors il demande à Goran de le détruire une fois qu'il sera passé pour qu'aucun autre vampire ne puisse traverser. Lac se dirige alors droit vers le portail, et une fois de l'autre côté, il se précipite immédiatement vers la salle du trône du 6e seigneur vampire avant d'enfoncer la porte. Le seigneur vampire et ses sujets sont pris par surprise, et quelques vampires inférieurs tentent de charger Lac, mais ils ne font pas le poids face à lui, et en un rien de temps, le seul restant est le 6e seigneur vampire. Le seigneur vampire dégaine son épée et se heurte à Lac, mais il réalise bientôt que Lac est bien au-dessus de ses forces en termes de puissance et de compétences, et avant qu'il ne s'en rende compte, il a été tranché en 2. Le vampire exige de savoir qui est Lac car il n'a jamais entendu parler d'un humain aussi fort auparavant, mais Lac n'a pas l'intention de révéler son identité à un vampire, alors il demande simplement comment il a réussi à hypnotiser les serviteurs du palais. Cependant, le vampire refuse de parler, alors Lac finit par le poignarder en plein dans la tête pour le tuer une fois pour toutes. Il détruit ensuite le médaillon et absorbe toute l'énergie sombre dans l'épée, mais même s'il a gagné, il ne ressent ni joie ni satisfaction car, rien qu'en regardant le tas d'os éparpillés tout autour, il peut dire que le seigneur vampire a dû tuer d'innombrables personnes, et il se sent terriblement mal de ne pas avoir pu les sauver. Il passe ensuite les quelques heures suivantes à tuer chaque vampire qu'il peut trouver dans le bâtiment, mais en sortant, il découvre qu'il y avait un village à proximité, et qu'il avait déjà été complètement décimé par les vampires. Le lendemain matin, il retourne au château où Goran et Eric l'attendaient avec un groupe de gardes au cas où les vampires décideraient de lancer une attaque massive. Ils sont soulagés de voir que Lac est revenu sain et sauf, et encore plus lorsqu'il les informe qu'il a déjà éliminé tous les vampires de la base vampire, mais avant qu'ils ne puissent célébrer, Lac les informe également qu'il y avait un village près de la base des vampires qui a été complètement détruit, et il est rongé par la culpabilité car s'il avait appris le plan des vampires plus tôt, il aurait peut-être pu sauver ces personnes, mais Goran lui dit que si quelqu'un est à blâmer ici, c'est lui. Parce qu'en tant que maître de guilde, il était censé assurer la sécurité de ses villageois. Il promet d'envoyer quelqu'un au village dès que possible pour organiser des enterrements dignes pour tous les villageois qui y sont morts, et en attendant, ils doivent discuter de ce qu'ils ont appris. Ils ont déjà arrêté Rona, et heureusement, le fait d'être hypnotisé est quelque chose qui peut être inversé, donc elle devrait éventuellement revenir à la normale, mais il y avait quelques serviteurs qui avaient déjà été transformés en vampires à part entière, donc ces personnes n'ont pas pu être sauvées. Si les vampires ont réussi à compromettre autant de serviteurs, Eric craint que le château ne soit pas assez sûr pour protéger Gerberg après tout, ils devront donc peut-être trouver un nouvel endroit pour le cacher, mais Lac l'interrompt et dit que cela ne sera pas nécessaire car il prévoit d'abattre le grand seigneur vampire pour en finir une fois pour toutes. Eric pense que c'est une bonne idée puisqu'éliminer le meneur résoudrait la plupart de leurs problèmes, et bien que ce soit certainement dangereux, Goran est également favorable à cette idée. Lac est surpris de les entendre dire cela car cela donne presque l'impression qu'ils ont l'intention de se joindre à lui pour la mission, mais Goran lui dit que la meilleure façon d'assurer le succès de leur attaque est que tous les trois s'associent à nouveau pour l'exécuter. Lac demande si c'est vraiment acceptable puisqu'Eric a un royaume à gérer et Goran doit maintenir la guilde en marche, mais Eric dit que dans le pire des cas, il peut toujours faire hériter le trône à son frère, et Goran dit que la guilde pourrait simplement nommer un nouveau maître de guilde, mais personne d'autre ne peut les remplacer en ce qui concerne le groupe de héros, donc combattre aux côtés de Lac est prioritaire. Célie dit également qu'elle veut venir,
Mais Goran rejette immédiatement l'idée car, pour être franc, Célie n'a pas ce qu'il faut pour suivre leur rythme, et sa présence ne ferait que les gêner. Célie veut argumenter, mais elle sait qu'il a raison sur le fait qu'elle est trop faible pour affronter un grand seigneur. Cependant, Lak intervient et suggère que Goran pourrait donner l'une de ses épées à Célie. À utiliser car, d'après ce qu'il a vu, Célie a un style de combat similaire au sien, et bien qu'elle ne soit pas assez forte pour aider au combat contre le grand seigneur, il est sûr qu'elle pourra en faire bon usage. La raison pour laquelle il a eu cette idée est que si les vampires ont pu infiltrer le château si facilement la première fois, il y en a probablement beaucoup stationnés à proximité, et il y a une chance qu'ils attaquent pendant que Lak, Goran et Erik sont absents, alors Lak lui demande de faire tout son possible pour protéger Gerberg et les autres. Au début, Célie pense que Lak lui donne juste un faux travail pour lui remonter le moral, mais alors qu'elle monte la garde, elle réalise bientôt que Lak avait raison sur le fait qu'il y avait d'autres vampires rôdant dans les parages. Parce que maintenant que Lak et les autres sont partis, plusieurs vampires sont apparus à la recherche de Gerberg, et la seule chose qui se dresse entre eux est le Sorafel et Célie. Les vampires ne considèrent pas Célie comme une menace au début parce qu'elle ressemble à une petite fille ordinaire, mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, Célie s'est déjà précipitée et a tranché la tête nette de l'un des vampires. Avant de partir, Lak a donné quelques conseils à Célie sur la façon de combattre les vampires lorsqu'ils essaient de vous hypnotiser, et l'astuce est de les frapper avant qu'ils n'aient la chance d'utiliser le charme sur vous, donc Célie prend ses conseils à cœur et attaque les vampires à toute vitesse. Après tout, maintenant qu'elle a une vraie arme, les battre n'est pas un problème pour elle. Les vampires réalisent qu'ils n'ont aucune chance contre Célie, alors ils tentent de s'attaquer directement à Gerberg, mais alors qu'il s'approche de l'Ultra, il ouvre la cage pour révéler que Gerberg n'est pas réellement à l'intérieur et utilise sa magie d'illusion pour couvrir les vampires de flammes et Lucor, ce qui les immobilise complètement car ils sont convaincus qu'ils sont en feu. Pendant ce temps, Célie se prépare à continuer le combat de toutes ses forces car elle veut être à la hauteur des attentes de Lak envers elle. Pendant que cela se passe, nous apprenons que Lak et les autres ont en fait emmené Gerberg avec eux. C'est un peu risqué d'emmener Gerberg avec eux à la base des vampires, mais c'est leur meilleure option pour le moment car ils voulaient distraire tous les vampires inférieurs en leur faisant croire que Gerberg est toujours au château. Lak prévoit de protéger Gerberg de toutes ses forces pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive, mais cela mis à part, Erik est surpris d'apprendre que la base des vampires est située si près du royaume. Ils savent qu'elle se trouve quelque part dans ces montagnes, mais retrouver son emplacement exact ne va pas être facile. Juste à ce moment, le groupe entend du bruit dans les buissons, et un instant plus tard, un homme bête de la tribu de Sia émerge. Il explique qu'il avait déjà été informé du plan visant à éliminer le grand seigneur, et que lui et les autres hommes bêtes disponibles ont fait de grands efforts pour localiser l'emplacement de la base du grand seigneur vampire afin d'aider. Cependant, même s'ils connaissent maintenant l'emplacement exact du grand seigneur, ils n'ont pas pu lancer d'attaque décisive car ils manquent de la force nécessaire. Erik leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de vaincre le grand seigneur car cette tâche leur incombera. Comme il n'est encore que le coucher du soleil, la plupart des vampires devraient encore être somnolents après leur réveil, ce qui signifie qu'ils ne seront pas encore à pleine puissance, donc c'est le moment idéal pour frapper. Lak demande aux hommes bêtes s'ils pourraient éloigner le reste des vampires avec ces hommes, et les hommes bêtes acceptent, laissant Lak, Goran, Erik et Sia affronter le grand seigneur. Lak lance alors une épée à Sia et lui dit que c'est la lame qu'il a obtenue du 6e seigneur vampire, et que l'épée était assez puissante pour survivre à un choc avec l'épée du seigneur démon, donc il est sûr qu'elle doit être bonne. Il a également pris soin de la scanner avec une magie d'évaluation pour s'assurer qu'il n'y avait pas de malédiction dessus, donc Sia n'a pas à s'inquiéter qu'elle soit dangereuse. Sia est reconnaissante pour le cadeau et promet de faire de son mieux pour en faire bon usage. Ils arrivent finalement à l'endroit où l'entrée de la base devrait se trouver, mais Erik et Goran sont perplexes car, pour autant qu'ils puissent voir, il n'y a rien ici. Cependant, Lak leur dit qu'il y a en réalité un sort de dissimulation pour la cacher, et après que Lak l'a dissipé, l'entrée de la base devient visible. Lak lance alors un sort de brouillard endormant et l'envoie devant eux, et bien qu'il ne soit pas assez puissant pour agir sur les vampires de haut niveau, il devrait être suffisant pour assommer tous les vampires inférieurs afin qu'il n'ait pas à s'en soucier. Le groupe entre alors à l'intérieur, et Goran fait rapidement un sort de tous les seigneurs vampires qu'il croise, et lorsqu'un groupe de vampires tente de l'attaquer en groupe, il ne fait que frapper le sol, et cela envoie un puissant mur de flammes de son épée magique droit sur les vampires, les incinérant en un instant. En travaillant tous ensemble, ils parviennent à atteindre la salle du trône du grand seigneur en un rien de temps, mais juste avant de pouvoir entrer, un grand groupe de seigneurs vampires apparaît soudainement pour les arrêter. Il y a environ 30 d'entre eux ici, et il leur faudrait beaucoup de temps pour les combattre tous, alors Goran et Erik disent à Lak de prendre Sia et d'entrer dans la salle du trône pour vaincre le grand seigneur vampire pendant qu'il s'occupe des seigneurs ordinaires ici. Lak ne veut pas les laisser affronter autant de seigneurs vampires seuls, mais il l'assure qu'ils s'en sortiront, alors il prend Sia et enfonce la porte de la salle du trône du grand seigneur vampire. Lorsque le grand seigneur voit Lak, il l'attaque immédiatement, mais Lak parvient à bloquer l'attaque et riposte par une entaille qui effleure son bras.
Sia tente alors de l'attaquer par surprise par derrière, mais elle est trop lente pour porter un coup efficace, alors le seigneur l'esquive. Cependant, en le forçant à esquiver, elle le distrait assez longtemps pour que Lak se positionne et lui tranche le bras net. Normalement, avec les effets de l'épée du seigneur démon, cela devrait empêcher le grand seigneur de régénérer, mais il s'avère que la régénération du grand seigneur est plus forte qu'il ne le pensait, donc le vaincre ne va pas être facile. Goran et Erik sont encore occupés à combattre les vampires à l'extérieur pour gagner du temps, et Goran semble vraiment prendre goût à la chose, mais Erik l'avertit de ne pas trop s'éloigner, car ils pourraient être séparés. Goran lui dit qu'il ne veut tout simplement pas laisser le roi de la nation faire tout le travail tout seul. Malheureusement, pendant que Goran était occupé par son combat, une vampire a réussi à s'approcher d'Erik par surprise et à lui mordre le cou. Normalement, cela aurait immédiatement transformé Erik en vampire, mais, à la stupéfaction de la vampire, il ne s'est absolument rien passé. En effet, en tant que héros, il est naturellement résistant à la fois au poison et à l'hypnose, donc rien de ce qu'une vampire tente ne fonctionne sur lui. Il achève ensuite la vampire, et lui et Goran continuent à tenir le fort. Au même moment, Lak est toujours engagé dans un combat contre le Haut-Seigneur. Les mouvements du Haut-Seigneur sont devenus plus lents qu'avant, donc Lak pense que la blessure à son bras plutôt n'a pas dû guérir complètement, et si c'est le cas, lui et Sia ont de bonnes chances de le vaincre maintenant. Lak donne le signal à Sia de porter un nouveau coup au Haut-Seigneur et, comme la dernière fois, cela le distrait assez longtemps pour que Lak le surprenne avec une attaque par drain touché. Cela affaiblit davantage le Haut-Seigneur, alors Lak saisit l'opportunité et utilise son épée pour trancher le Haut-Seigneur en deux. Lorsque le Haut-Seigneur tente de s'enfuir en se transformant en chauve-souris, Gerberg active son pouvoir pour arrêter la transformation. Le Haut-Seigneur reconnaît immédiatement le pouvoir du Sorafel, et il est sincèrement surpris que le destin ose amener le Sorafel qu'il recherche jusque dans son antre. Lak dit que cela n'a pas d'importance, car il ne laissera jamais le Haut-Seigneur mettre la main sur Gerberg, mais le Haut-Seigneur lui dit que son excès de confiance causera sa perte. Le Haut-Seigneur sort alors son médaillon de sa bouche et utilise l'énergie noire qu'il contient pour ériger une barrière autour d'eux. Soudain, Lak et Sia ressentent une pression immense qui pèse sur eux de toutes parts, et Lak ne comprend pas ce qui la cause. Le vampire explique qu'il s'agit de leur version d'une barrière sacrée. Normalement, une barrière sacrée restreint les mouvements de toutes les créatures impies, et plus elles sont puissantes, plus les effets de la barrière sont grands. Une barrière impie comme celle-ci fait de même, mais cette fois, la cible de l'effet de la barrière est Lak. Lak peut à peine bouger ses membres à cause de la pression, mais s'il n'agit pas bientôt, le vampire va lui prendre Gerberg. Il active sa compétence de marionnette pour forcer son corps à bouger et s'éloigner du vampire, son objectif étant de détruire le cristal d'énergie noire qui crée cette barrière, mais le vampire ne va évidemment pas rester là à le regarder faire. Lak va donc avoir besoin d'une distraction. Sia comprend la mission et utilise ses dernières forces pour se mettre debout et frapper le Haut-Seigneur. Elle ne réussit qu'à égratigner la joue du Haut-Seigneur, mais cela suffit amplement pour l'irriter au point qu'il se tourne vers Sia et la frappe avec un sort à bout portant dans la poitrine. Normalement, une telle attaque l'aurait tuée, mais, grâce à une magie de protection que Lak avait placée sur elle, elle survit, et Lak profite de l'ouverture pour frapper le cristal de mana sombre. Cependant, avant que le cristal ne soit brisé, le vampire réussit à attraper l'épée de Lak et à l'arrêter en plein élan. Sous les effets de la barrière, Lak n'est pas assez fort pour vaincre le vampire dans un duel de force, alors le Haut-Seigneur lui dit d'abandonner et de lui remettre Gerberg. Mais à ce moment précis, Lak remarque que son épée commence à entailler la main du vampire. Alors que le vampire se tourne vers le cristal noir, il est choqué de découvrir qu'il existe une barrière sacrée localisée autour de lui. Il ne comprend pas comment Lak a pu faire cela, mais ce dernier a un vieil ami dans l'église, alors demander une faveur n'est pas un problème. Les effets de la barrière sombre étant annulés, Lak peut enfin retrouver toute sa force et procède à trancher le Haut-Seigneur en deux sur le champ. Le Haut-Seigneur tente de s'enfuir en se transformant à nouveau, mais Gerberg l'en empêche, et il finit par se réduire en poussière. Maintenant que le combat est terminé, Lak demande à Sia si elle va bien, et elle lui répond que, grâce à son sort de protection, elle n'a que des égratignures mineures. Il est temps pour eux de partir, mais d'abord, Lak veut jeter un coup d'œil à la cage qu'il a vue plus tôt, et il découvre qu'il y a un chien à l'intérieur. Sia le reconnaît comme une bête sacrée descendant du même peuple qu'elle, et elle suppose que les vampires l'ont kidnappé pour mener des expériences, afin de comprendre ce qui cause l'immunité de la bête à l'hypnose des vampires. Si le loup est une bête sacrée, Lak pense qu'il devrait le libérer, alors il ouvre la cage et dit au loup qu'il est libre de partir, mais il remarque alors que le loup est en fait endormi. Sia lui rappelle qu'il a lancé un sort de sommeil pour assommer tous les vampires de bas niveau dans la grotte avant d'entrer, ce qui a probablement assommé le loup aussi. Dans ce cas, Lak lance un sort de dissipation sur le loup pour le réveiller, mais dès que le loup reprend conscience, il attaque immédiatement Lak, car il ne comprend pas ce qui se passe. Lak utilise la magie pour se défendre et dit à Sia de calmer le loup avant qu'il ne le morde. Sia explique alors au loup que tous les vampires ont disparu, qu'il n'a donc rien à craindre, et que c'est Lak qui l'a sauvé. Après avoir entendu cela,
Le loup se calme enfin et se sent mal d'avoir attaqué Lac sans raison, mais Lac lui dit que cela ne le dérange pas, car il n'y a pas eu de mal. Maintenant que le loup est en sécurité, Lac lui dit qu'il est libre d'aller où il veut et de faire ce qui lui plaît, et que pour lui, sa mission ici est terminée. Il retourne donc à l'extérieur pour retrouver Goran et Eric, qui viennent eux aussi de finir avec les vampires dehors. Ils sortent alors ensemble, où les hommes bêtes de la tribu de Sia les attendent, et tous acclamant Lac et les autres, car grâce à eux, ils ont pu vaincre un au seigneur vampire, un exploit qui enthousiasme tout le monde. Eric dit à Lac qu'il est la star du spectacle aujourd'hui et qu'il devrait leur dire quelque chose, mais Lac n'a pas vraiment envie d'attirer autant l'attention sur lui, alors il demande à Eric de faire un discours à sa place, puisqu'il est le roi. Eric s'adresse alors à tous et les félicite pour la victoire du jour, car rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide de chacun d'entre eux, alors ils doivent être fiers d'eux, et ils poussent tous un cri de guerre retentissant pour célébrer. Après cela, le groupe commence à rentrer chez lui, mais Goran remarque qu'ils ont un suiveur derrière eux, et il s'agit ni plus ni moins du loup que Lac a sauvé. Lac s'approche donc de lui et lui demande ce qu'il fait là, puisqu'il est maintenant libre de faire ce qu'il veut. Cependant, on dirait que le loup veut rester aux côtés de Lac. Lac n'est pas trop sûr de l'idée de garder le loup comme animal de compagnie, mais Goran et Eric pensent tous les deux que c'est une bonne idée, car le loup n'a probablement plus de famille où retourner, et Lac pourrait avoir besoin de compagnie. Puisqu'ils le disent ainsi, Lac décide d'essayer et demande au loup s'il est sûr de vouloir venir avec lui. Le loup aboie avec enthousiasme, ce que Lac interprète comme un oui, alors il dit que, à partir de maintenant, le loup peut se considérer comme faisant partie de sa famille. Le groupe finit par retourner au château, et les deux filles d'Eric sont contentes de voir qu'ils sont rentrés sains et saufs. Eric remercie Célie et Lucira d'avoir protégé ses filles pendant son absence, et ils lui disent tous les deux que ce n'était pas grand-chose, mais Lac remarque le tas de pierres de mana de vampire au sol, et il semble que Célie en ait combattu un bon nombre. Célie lui dit que ce n'était pas si impressionnant, car il n'y en avait que 15 et que la plupart étaient des vampires mineurs, mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même 2 archi-vampires parmi eux, donc c'est vraiment impressionnant que Célie ait réussi à les éliminer toute seule. Cependant, le fait que même des archi-vampires aient pu franchir la barrière divine de la capitale signifie qu'il doit y avoir une faille sérieuse dans celle-ci, et ils vont donc devoir réévaluer les mesures de sécurité de la ville. Eric pense que cela pourrait avoir un rapport avec le dieu sombre mentionné par les vampires, et il va donc faire enquêter sur ce point, mais en attendant, Lac suggère d'ajouter les hommes bêtes à la garde et au personnel du château, car avoir des gens qui ne peuvent pas être hypnotisés ou transformés en vampires empêcherait une autre infiltration potentielle comme celle qui s'est produite la dernière fois. Eric trouve que c'est une excellente idée, et il dit qu'il va immédiatement rédiger des contrats d'embauche, ce qui ravit Sia, car elle sait que ce sera un honneur pour les hommes bêtes d'être employés par le roi lui-même. Eric mentionne également qu'il veillera à donner aux hommes bêtes une récompense appropriée pour leur bravoure aujourd'hui, mais, en parlant de récompense, Lac est le plus méritant, puisqu'il a vaincu le Haut-Seigneur, alors il demande à Lac de nommer tout ce qu'il veut et ce sera fait. Lac ne pense à rien en particulier pour l'instant, mais puisqu'il a maintenant de nouveaux amis, il pense qu'il est temps qu'il ait sa propre maison, car il ne peut pas rester éternellement dans le manoir de Goran. Eric promet d'organiser une maison convenable pour Lac dès que possible. Pendant ce temps, en bas dans la ville, une petite fille regarde un stand de viande de rue parce qu'elle meurt de faim, mais elle n'a pas d'argent, donc elle ne peut pas s'en acheter. Elle essaie de manger un fruit quelconque trouvé dans un arbre, mais il est à peu près immangeable, alors elle est obligée de rester affamée, et, pire encore, elle est constamment poursuivie par 2 hommes qui tentent de l'enlever. Un peu plus tard, la nouvelle maison de Lac est prête, alors Goran l'emmène pour qu'il puisse emménager immédiatement. Lac est un peu surpris, car il ne s'attendait pas à une maison aussi grande, mais Goran pense qu'elle est plutôt petite, étant donné que Lac est techniquement un archiduc. La maison a vraiment belle allure, mais Lac pense que ce sera une corvée de la nettoyer tout seul, cependant, Lucira lui dit qu'il peut lui laisser tout le ménage, et Sia et Célie proposent également leur aide. Tout le monde commence alors à choisir ses chambres, mais Lac est un peu surpris lorsque Célie choisit également une chambre, car il comprend que Sia et Lucira vivent avec lui puisqu'ils n'ont pas de chez eux en ville, mais il ne pensait pas que Célie voudrait vivre ici. Il reste encore beaucoup de travail à faire dans la maison, mais tout le monde va se coucher pour la nuit. Quelques heures plus tard, cependant, Lucira se rend dans la chambre de Lac pour le réveiller, car il pense qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette maison. Lac lui demande ce qui s'est passé, et Lucira explique qu'il a entendu des bruits suspects venant du sous-sol, mais qu'il sait qu'il vaut mieux ne pas inspecter le sous-sol seul dans ce genre de situation, c'est pourquoi il est venu chercher Lac. Ils descendent alors tous les deux au sous-sol ensemble, et, effectivement, en s'approchant de la porte, ils entendent des gémissements horribles venant de l'intérieur, ce qui effraie Lucira encore plus qu'il ne l'était déjà. Lucira est convaincue qu'il doit s'agir d'une sorte de fantôme, et Lac n'exclut pas encore cette possibilité, mais il veut au moins vérifier par lui-même, alors il demande à Lucira de fournir de la lumière pendant qu'il entre pour examiner. Lucira accepte, mais au moment où il crée le sort de lumière, il voit un visage terrifiant et court se réfugier auprès de Lac.
Cependant, Lac lui dit qu'il ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, car ce n'est pas un fantôme, et après avoir regardé une seconde fois, Lucira réalise qu'il ne s'agit en effet pas d'un fantôme, mais plutôt d'une petite fille. Milka le supplie de l'aider parce que ses jambes sont coincées dans un piège, et elle est suspendue la tête en bas depuis des lustres. Lac accepte de l'aider et la descend du piège un instant plus tard, mais Lucira croit qu'elle était ici pour tenter de s'introduire et de voler Gerberg. Alors il dit à Lac qu'ils doivent la livrer immédiatement aux autorités. Cependant, Lac ne pense pas qu'ils doivent aller si loin, car elle ne semble pas être une mauvaise personne. Il la pose par terre, se présente comme le propriétaire de cette maison, et lui demande ce qu'elle faisait dans sa cave si tard dans la nuit. Milka s'excuse et explique qu'elle n'avait pas réalisé que c'était la maison de Lac. Elle croyait que cet endroit était abandonné et cherchait simplement un endroit où dormir pour la nuit, donc elle ne leur voulait vraiment aucun mal. Le fait que Milka doive chercher un endroit où dormir fait se demander à Lac où sont ses parents, mais Milka explique que ses parents sont morts depuis longtemps. Son grand-père s'occupait d'elle, mais il est récemment décédé lui aussi, alors elle est désormais seule. Lac demande pourquoi elle ne peut pas rester dans la maison qu'appartenait à son grand-père, mais apparemment, le grand-père de Milka a été piégé pour contracter une dette, donc quand il est mort, les recouvreurs de dettes sont venus réclamer. Lac demande si cela signifie que Milka est en fuite parce qu'elle craint que ces types ne la prennent et ne la vendent comme esclave pour de l'argent, mais Milka lui dit que ce n'était pas le problème. Être vendu comme esclave n'arrive plus vraiment, car après qu'Eric a accédé au trône, l'une des premières choses qu'il a faites a été d'abolir complètement l'esclavage. Quoi qu'il en soit, Milka cherchait simplement un abri quand elle est tombée sur cet endroit, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des pièges dans la cave. Maintenant que Lac y pense, il n'a aucune idée de comment Milka a réussi à entrer dans sa cave, alors il lui demande comment elle est entrée ici, et elle explique qu'elle est simplement entrée par le passage secret là-bas, car il est directement relié aux égouts. Lac n'avait aucune idée qu'il y avait un passage secret dans cette maison, mais Milka lui montre une trappe secrète sur le sol, et effectivement, elle est bien reliée directement à un passage secret. Lac réalise qu'il était devenu négligent après toutes ces années de combat constant, car le cours d'éclaireur de base vous apprend que lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, la première chose à faire est d'inspecter chaque recoin pour d'éventuels passages secrets et pièges, afin de ne pas en être victime plus tard. Il va devoir sceller ce passage pour ne pas avoir d'autres visiteurs non invités, mais il mentirait s'il disait qu'il n'était pas au moins un peu curieux de savoir où ce passage mène, alors il décide d'y descendre pour vérifier avant de le sceller. Milka propose de montrer le chemin, puisqu'elle est déjà descendue dans les tunnels, alors Lac, Lucira et Milka descendent tous ensemble. Lucira commence vraiment à se demander pourquoi un passage secret comme celui-ci a été créé à l'origine. On penserait qu'il serait destiné à être une voie d'évasion, mais ce n'est pas comme si quelqu'un de particulièrement important vivait dans la maison, donc cela n'a aucun sens de chercher. Après avoir marché un petit moment, ils finissent par tomber sur le trou qui relie le passage secret aux égouts, et Milka explique que c'est par là qu'elle est entrée. Après avoir regardé le trou, Lac dit qu'il ne semble pas que le trou ait été fait intentionnellement, donc c'était probablement juste une section effondrée naturellement du passage secret. Ils pourront boucher le trou plus tard, mais pour l'instant, Lac est vraiment investi dans la découverte de l'endroit où mène le passage secret, alors il suggère qu'il continue. Cependant, il faudra probablement un certain temps avant d'atteindre le bout. Alors qu'il marche, Milka demande à Lac s'il serait prêt à la laisser dormir ici pendant un moment, puisqu'elle a toujours besoin d'un endroit où rester, et Lac lui demande si elle parle de dormir dans ce passage secret, ce que Milka confirme. Elle s'est dit que Lac ne verrait pas d'inconvénient, puisqu'il n'utilise pas le passage de toute façon, et ce serait génial pour elle, car elle doute que des adultes effrayants viennent ici, donc elle pourrait dormir en toute sécurité. Lac n'aime pas vraiment l'idée de laisser Milka dormir dans ce tunnel sombre et humide, mais il lui dit qu'ils peuvent discuter de cela après avoir découvert où mène ce tunnel d'abord. Après avoir marché encore un moment, le groupe finit par arriver à une impasse, mais Lac et Lucira peuvent sentir une énergie magique émanant du mur ici, donc ils croient qu'il doit y avoir un sort puissant bloquant l'entrée. Milka est excitée, car elle croit que cela signifie qu'il doit y avoir un trésor de l'autre côté, et bien qu'il n'y ait aucune garantie, Lac est aussi excité de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, alors il commence à analyser le sort pour le briser. Lucira est impressionnée par la rapidité avec laquelle Lac a réussi à craquer un sort de verrouillage magique aussi complexe, mais analyser la magie est à peu près sa spécialité. Alors que le sceau est détruit, le mur s'effondre, menant à une pièce très bien décorée. Lucira et Milka sont tous deux surpris de découvrir que le passage secret menait à un endroit comme celui-ci, et Milka demande si elle peut rester dans cette pièce abandonnée à la place, mais Lac lui dit que cette pièce n'est évidemment pas abandonnée, donc elle ne peut pas rester ici, ce qui est décevant pour Milka. Mais juste à ce moment, ils entendent des pas approcher, et Lucira et Milka craignent d'avoir des ennuis pour être entrés sans permission sur une propriété privée, alors ils se cachent derrière le canapé. Lac, en revanche, n'a pas l'air trop inquiet. Un instant plus tard, la porte s'ouvre et Eric entre en trombe, exigeant de savoir qui ose s'introduire dans le château aussi tard dans la nuit,
mais il est soulagé de voir que c'est juste Lak. Lak s'excuse d'avoir perturbé son sommeil, et il dit aux autres qu'ils peuvent sortir, car Eric ne va pas les faire arrêter ou quoi que ce soit. Lak a reconnu le papier peint de la pièce de la dernière fois qu'il était ici, ce qui lui a permis de savoir qu'ils étaient dans le château royal. Bien qu'il soit un peu surpris qu'Eric soit venu enquêter personnellement sur ce qu'il pensait être des intrus, car il pensait que ce genre de choses était normalement géré par les gardes du château. Eric explique que sa chambre est en fait juste à côté de cette pièce, et il se trouve qu'il a été le premier à réagir quand il a entendu du bruit. Lak passe les quelques minutes suivantes à mettre Eric au courant de ce qui a conduit à ce moment, mais il ne sait toujours pas pourquoi il y a un passage secret menant au château en premier lieu. Eric a une bonne idée de pourquoi il est là, bien qu'il admette que c'est une histoire un peu embarrassante. En gros, le grand-père d'Eric avait une maîtresse, et en tant que roi à l'époque, il avait fait construire un manoir séparé pour elle et un tunnel reliant ce manoir, afin de pouvoir s'y rendre en cachette quand il le voulait. Le tunnel n'a pas beaucoup été utilisé depuis, donc il a été scellé. Bien qu'Eric ne voit pas d'inconvénient à le garder ouvert si c'est relié à la maison de Lak. Après tout, ce serait rassurant si Lak avait un chemin direct vers le château, pour qu'il puisse aider en cas de problème. Cependant, il n'aime pas le fait que le tunnel soit également relié aux égouts, alors il demande à Lak s'il peut boucher cela sur le chemin du retour. Lak accepte, et alors qu'il rentre chez lui, il utilise un peu de magie pour réparer le trou reliant aux égouts. Mais juste au moment où il termine, il remarque que Milka s'est déjà assise par terre et s'est endormie. Ni lui ni Lucira n'aiment l'idée qu'elle dorme dans le tunnel, alors ils décident de la ramener chez eux avec eux. Le lendemain matin, Milka est surprise de se réveiller dans un lit chaud, et elle n'a aucune idée de où elle se trouve. Mais pendant qu'elle se promène, elle finit par tomber sur Garb, qui lui saute dessus parce qu'il suppose qu'elle doit être une intruse. Lak se réveille au bruit des cris de Milka, alors il se précipite pour voir ce qui se passe et trouve Garb assis sur son dos. Il suppose que Garb a dû penser qu'elle était une cambrioleuse, alors il félicite Garb d'avoir essayé de protéger la maison, mais il lui dit qu'il peut descendre de Milka maintenant. Tout ce remue-ménage a également réveillé tous les autres, alors ils sortent tous pour voir ce qui s'est passé, et Lak pense que c'est une occasion parfaite pour présenter tout le monde, alors il leur dit à tous que Milka vivra avec eux à partir de maintenant. Milka est surprise quand elle l'entend dire cela, et elle demande si c'est vraiment acceptable qu'elle reste ici, et Lak lui dit que c'est bien tant qu'elle le veut. Milka est ravie et accepte l'offre, alors Lak lui dit qu'elle sera chargée de s'occuper de la maison avec Lucira, et Milka promet de faire de son mieux. Mais juste à ce moment, son estomac commence à gargouiller, car elle n'a rien mangé depuis un moment, alors Lak suggère qu'il devrait commencer à préparer le petit déjeuner. Un peu plus tard, toute la nourriture est prête, et Milka est tellement excitée, car cela fait si longtemps qu'elle n'a pas eu un vrai repas comme celui-ci. Après que tout le monde a fini de manger, elle les remercie pour le repas et demande où se trouvent les ustensiles de nettoyage, afin de pouvoir aider pour la vaisselle. Mais Lucira lui dit qu'ils n'ont en fait pas encore acheté d'ustensiles de nettoyage, puisqu'ils ont emménagé littéralement hier. Sia et Goran ont tous deux des affaires à régler à la guilde, et Lak prévoyait de retourner dans le tunnel pour le renforcer afin que personne ne puisse s'introduire. Mais pour cela, il va devoir acheter de la pierre au marché, alors il suggère que lui et les autres aillent faire du shopping ensemble, afin qu'ils puissent acheter la pierre dont il a besoin et aussi des ustensiles de nettoyage. Milka propose de servir de guide à Lak, car avec tout le temps qu'elle a passé à errer dans les rues, elle connaît toutes les bonnes boutiques des environs. Une fois arrivée au marché, Milka indique à Lak la boutique de pierre qu'elle a recommandée, et Lak lui demande d'attendre dehors avec Garb pendant que lui et Célie jettent un coup d'œil, ce que Milka accepte de faire. Cependant, quelques minutes plus tard, elle repère une boutique de nettoyage à proximité, alors elle décide d'aller voir quelques-uns de leurs articles pour aider Lak, donc elle dit à Garb d'attendre ici jusqu'à son retour. Cependant, pendant qu'elle est dans la boutique de nettoyage à regarder les brosses, les types qui la poursuivaient avant la retrouvent. Au moment où Lak et Célie reviennent de la boutique de pierre, Milka est introuvable. Après s'être renseigné sur elle, ils apprennent qu'elle a été saisie par des types louches, et cela semble être de très mauvaises nouvelles, alors Lak demande à Garb de commencer à suivre l'odeur de Milka, afin qu'il puisse la trouver avant qu'elle ne soit blessée. Pendant ce temps, ces types viennent de traîner Milka dans une ruelle, et quand elle leur demande pourquoi ils la poursuivent, ils disent que c'est parce qu'elle n'a toujours pas remboursé la dette de son grand-père. Milka leur dit qu'elle ne peut pas être tenue responsable de la dette de son grand-père, mais bien que cela soit vrai légalement, les types ont toujours l'intention de la forcer à rembourser, même si elle doit travailler jusqu'à en mourir pour le faire. Juste à ce moment, Lak arrive, et il n'apprécie pas du tout que ces voyous soient si brutaux avec Milka, alors il les assomme, puis il utilise un peu de magie d'illusion pour se faire passer pour un voyou effrayant, afin d'interroger le dernier. Il parvient à découvrir que le type travaille pour un prêteur d'argent nommé Cavino, qui opère dans les bas-fonds, et qu'il avait l'intention de faire rembourser à Milka la dette de son grand-père en la vendant comme esclave, même si cela a été aboli. Apparemment, Cavino lui-même est un marchand d'esclaves, donc il pourrait facilement la vendre une fois qu'il l'aurait entre ses mains.
Ce sont des informations très compromettantes, donc Lack appelle les autorités pour qu'elles s'en occupent. Mais tandis que la police parvient à arrêter les voyous, ils disent à Lack que malheureusement, il pourrait être difficile d'arrêter Cavino aussi. Lack leur demande ce qu'ils veulent dire, alors les officiers expliquent qu'ils ont essayé d'arrêter Cavino plusieurs fois pour ses crimes, mais chaque fois qu'ils rassemblent des preuves contre lui, il utilise d'une manière ou d'une autre ses relations pour faire disparaître les preuves. Il est également soupçonné d'être lié à plusieurs aristocrates de haut rang, et il a une sorte d'armée personnelle, donc ce ne sera pas facile de l'atteindre. Pendant ce temps, dans le manoir de Cavino, il vient d'apprendre que ces hommes ont été capturés, et puisque Célie, la fille du maître de guilde, était impliquée, Cavino s'attend à ce que la guilde prenne des mesures contre lui, alors il prévoit de déplacer tous les esclaves qu'il a actuellement en stock, afin de ne pas être pris avec des preuves. Cependant, pendant le déplacement des esclaves, Lack et les autres se présentent et parviennent à le prendre en flagrant délit. Quand les hommes de Cavino tentent de l'attaquer, il les maîtrise facilement, alors il décide d'envoyer ses 2 combattants les plus forts, et il suppose qu'il n'y a aucune chance qu'ils perdent, car ils sont tous les 2 de rang B et Sia et Célie disent à Lack qu'il n'est pas nécessaire qu'il perde son temps avec des gens comme eux, car elles sont tout à fait capables de gérer cela elles-mêmes. Le grand type charge contre Célie, et il pense que ce combat va être facile, car il n'y a aucune chance que l'apprentie d'un aventurier de rang F soit aussi forte. Mais lorsqu'il tente d'éliminer Célie avec une simple feinte, il est choqué, car Célie parvient à la bloquer sans difficulté. Elle enchaîne immédiatement avec une série de lourdes attaques qu'il a du mal à bloquer. Son acolyte ne s'en sort pas beaucoup mieux contre Sia non plus, car elle est bien plus rapide qu'il ne l'avait prévu, et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à atterrir un seul coup sur elle. Elle a régulièrement tailladé ses membres pour réduire sa mobilité, jusqu'à ce qu'il soit blessé au sol, et Sia tient sa lame contre sa gorge. Pendant ce temps, le grand type lutte toujours contre Sia, et elle trouve franchement risible qu'il ose se dire de rang B, si c'est le meilleur qu'il puisse faire. Elle le repousse alors d'un puissant coup de pied, et Cavino est mortifié, car avec ses gardes du corps vaincus, il n'a plus aucun moyen de s'en sortir maintenant. En dernier recours, il sort un canif et court derrière le groupe d'enfants, menaçant de les tailler en pièces si Lack et les autres ne le laissent pas partir. Mais Lack est bien trop rapide pour lui et apparaît devant Cavino pour lui retirer le couteau des mains avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il assomme ensuite Cavino de quelques coups de poing, et voyant cela, tous les combattants restants perdent toute envie de se battre et prennent la fuite. Malheureusement pour eux, Lack avait déjà prévu cela et avait posté garde en garde pour s'assurer qu'aucun ne s'échappe. N'ayant nulle part où aller, les hommes se rendent tous. Pendant que Cavino est maîtrisé au sol, il se met à crier sur Lack, lui disant qu'il va regretter de lui avoir fait ça, car il a des relations avec des nobles très puissants. Mais Lack ne se sent pas très menacé par cela, étant donné qu'il est ami avec le roi. Quelques instants plus tard, Aaron et les autres de la guilde arrivent après avoir été appelés pour procéder à l'arrestation de Cavino, et Aaron est étonné que Lack et son groupe aient réussi à vaincre toute la force combattante de Cavino par eux-mêmes. Mais Lack dit que c'est grâce à Célie et Sia, qui sont effectivement de rang B et Célie tente de faire remarquer que c'est Lack qui a fait la majeure partie du travail et qu'elles sont juste intervenues à la fin, donc il mérite plus de crédit qu'elle. Mais Lack ne veut pas vraiment qu'elle découvre à quel point il est fort, alors il veut laisser Célie et Sia prendre tout le crédit pour l'instant. Aaron et les autres officiels de la guilde s'approchent alors de Cavino, et Cavino pense pouvoir utiliser son influence pour leur ordonner d'arrêter Lack pour l'avoir attaqué. Mais ils ignorent la tirade de Cavino et lui demandent plutôt s'il aimerait expliquer pourquoi il a un tas d'enfants enchaînés sur sa propriété. Cavino ne sait pas comment s'expliquer, et il n'y a vraiment rien qu'il puisse dire à ce stade qui le sortirait de cette situation. Une perquisition complète de tout le domaine de Cavino est ordonnée pour trouver toutes les preuves qu'il y cache. Pendant ce temps, Lack utilise la magie pour enlever les chaînes aux enfants. Aaron s'approche alors de Lack et lui dit qu'il a fait une grande chose aujourd'hui, et elle s'assurera qu'il soit récompensé pour cela à la guilde plus tard. En attendant, Lack dit qu'il veut aller vérifier à l'intérieur du manoir ce que Cavino cachait, alors il dit à Aaron qu'il lui confie les enfants pour l'instant. Cependant, alors qu'il entre dans le manoir, on voit une chauve-souris observer Lack de loin, ce qui va certainement causer des problèmes à l'avenir. Pendant ce temps, à l'intérieur, les officiels de la guilde sont en train de mener leur enquête, et pour une raison quelconque, Cavino semble vraiment insister pour les tenir éloignés du bureau dans son bureau. Alors évidemment, ils vont chercher là en premier. Ils trouvent plusieurs piles de papier et des lingots d'or dans le bureau de Cavino, le reliant tous directement à son opération illégale de traite des esclaves, donc il n'y a aucun moyen qu'il se tire cette fois-ci. Mais juste à ce moment-là, Garb sent quelque chose dans une boîte sur l'étagère voisine, et quand tout le monde tourne son attention vers la boîte, Cavino a l'air encore plus paniqué que lorsqu'ils ont commencé à fouiller son bureau. Il est assez clair qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans. L'officiel de la guilde s'approche de la boîte et demande à Cavino de donner la clé, et Cavino refuse d'abord. Puis Lack s'approche de la boîte et utilise la magie pour l'ouvrir. À l'intérieur, il trouve un morceau de viande, mais pas n'importe quelle viande. C'est la viande d'une bête sacrée, et c'est super illégal de la posséder.
Lac n'avait aucune idée qu'une telle chose existait, mais Sia explique qu'elle est obtenue en tuant une bête sacrée comme une licorne de la manière la plus atroce possible, et cela entraîne une grande quantité d'énergie noire s'accumulant dans la viande, ce qui explique pourquoi elle est souvent utilisée dans les rituels. Le simple fait que Cavino soit en possession d'une telle chose suffit à le faire enfermer pour plusieurs années. Ajoutez à cela les accusations de traite des êtres humains, et il est probable qu'il ne reverra jamais la lumière du jour. Après cela, toutes les preuves sont collectées et Cavino est emmené en prison. Mais Lac ne peut s'empêcher de s'inquiéter que ce ne soit pas fini, car ils n'ont jamais réussi à comprendre ce que Cavino faisait avec cette viande maudite en premier lieu, et Lac a le sentiment qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui tire les ficelles de loin. Pendant ce temps, la chauve-souris d'avant a volé jusqu'à son maître vampire pour lui rapporter ce qu'elle a appris, et le vampire est intrigué par le fait qu'un aventurier comme Lac existe encore. Un peu plus tard, Lac et les autres réussissent enfin à rentrer chez eux, et Lucira est soulagée de voir qu'ils vont tous bien, car cela faisait longtemps qu'ils étaient partis au marché et ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Lac s'excuse de l'avoir inquiété et explique qu'ils ont été un peu pris par une mission secondaire, donc cela a pris beaucoup plus de temps que prévu pour rentrer. Juste à ce moment, Lucira remarque que Célie n'est pas avec eux, alors ils demandent ce qu'elle est devenue, et ils expliquent que Célie a décidé de passer chez elle parce qu'elle voulait récupérer quelques affaires. Quelques instants plus tard, Lac et Célie reviennent enfin en tenant un sac, et Lac suppose qu'elle est allée chercher des vêtements, ce que Célie confirme plus ou moins. Maintenant que tout le monde est de retour, Célie suggère qu'ils devraient se remettre à préparer la maison, alors elle propose d'aller commencer à nettoyer les salles de bain. Mais Milka lui rappelle que le nettoyage est son devoir, alors elle dit qu'elle s'occupera du nettoyage des salles de bain à la place. Et puisque Milka veut en aider, Célie suggère qu'elles nettoient ensemble, car ce serait bien plus rapide. Pendant que les deux sont occupés à nettoyer les salles de bain, Lac décide de retourner dans le tunnel pour réparer le trou dans le mur comme prévu, et Lucira et Sia proposent de l'accompagner pour aider. Ils se dirigent tous ensemble dans les tunnels, et après que Lac a enlevé le mur temporaire qu'il avait créé, il utilise les briques qu'il a achetées au marché pour combler le mur. Ensuite, il utilise la magie pour le renforcer, donc maintenant rien ne peut passer. Il ne reste plus qu'à installer une porte du côté du château du tunnel, alors il emmène les autres pour aller le faire. Sia est un peu confuse quand ils arrivent, car cela ressemble à une impasse. Mais Lac lui dit que c'est juste à cause de la magie qu'il a utilisée pour sceller la dernière fois. Il s'apprête à dissiper le sceau, mais Sia lui demande si c'est vraiment bien, car c'est le château royal de l'autre côté. Mais Lac pense que cela devrait être parfaitement bien, puisqu'Eric semblait d'accord hier. Cependant, juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à travers le mur de l'autre côté, surprenant Lac et les autres, et la femme demande qui se cache de l'autre côté de ce mur. Tout le monde est terrifié, mais Lac reconnaît sa voix comme celle de Luffy, son ancienne coéquipière. Une fois que Luffy réalise que c'est Lac de l'autre côté, elle le laisse entrer avec excitation. Cela fait 10 ans qu'elle n'a pas vu Lac, et bien qu'elle ait entendu qu'il était de retour, elle n'a pas eu l'occasion de le voir avant cela. Lac la présente aux autres comme la guérisseuse de l'ancien groupe du héros, ainsi que la femme d'Eric, et les autres disent qu'ils sont ravis de la rencontrer. Mais il réalise ensuite que si elle est la femme d'Eric, alors cela signifie qu'elle est la reine du royaume, alors ils s'inclinent immédiatement pour montrer leur respect. Luffy leur dit qu'il n'y a vraiment pas besoin de cela, car elle se moque de toutes les formalités, et d'ailleurs, Eric lui a déjà parlé de Lucira, Sia et Gerberg, et si quoi que ce soit, elle devrait les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour protéger le royaume. Cela dit, elle est un peu agacée de voir que Lac n'a pas changé d'un iota depuis la dernière fois qu'elle l'a vu il y a 10 ans, et si quoi que ce soit, il a l'air bien plus jeune qu'à l'époque, ce qu'elle trouve vraiment injuste. Mais ce n'est pas comme si Lac avait voulu traverser tout ça. D'un autre côté, Lac demande à Luffy ce qu'elle fait ici en premier lieu, car cela n'a pas vraiment de sens qu'elle traîne dans cette pièce aléatoire du château. Alors elle explique qu'Eric lui avait dit de ne pas venir dans cette pièce aujourd'hui, et elle a trouvé cela suspect, alors elle a décidé de s'y installer pour voir ce qui se passait, et c'est là que Lac et les autres sont apparus. Eric avait entendu le tumulte et était venu vérifier ce qui se passait ici, et Luffy exige une explication complète sur tout ce qui se passe ici. Un peu plus tard, Eric explique tout sur comment le passage secret a été créé et comment il a demandé à Lac de revenir aujourd'hui pour y installer une porte. Une fois que Lac a fini les réparations du mur, il accroche un bouclier sur le mur avec les armoiries de la famille royale et l'utilise comme base pour le verrou magique complexe qu'il veut créer. Une fois le verrou en place, seules les personnes autorisées pourront ouvrir la porte du passage secret, alors Lac demande à Eric qui il veut autoriser. Eric dit qu'il veut que Luffy et ses 2 filles aient l'autorisation d'utiliser le passage en cas de problème, et il veut aussi que Lac ait l'autorisation. Lac est surpris d'entendre cela et demande si Eric veut vraiment lui donner la permission d'entrer et de sortir du château comme il le souhaite. Mais Eric pense honnêtement que ce serait rassurant d'avoir Lac plus souvent, car il est tellement sûr de lui. Lac accepte d'enregistrer son empreinte de main également, mais lorsqu'il ouvre la porte pour la tester, il est surpris de voir Goran de l'autre côté. Goran était apparemment venu chez Lac pour le voir,
et Célie l'avait informé que Lak était descendu dans les tunnels pour boucher un trou, alors il était venu le chercher. Lak pense que c'est le moment parfait, alors il suggère qu'ils enregistrent également l'empreinte de main de Goran. Une fois cela fait, Goran dit à Lak qu'il est en fait venu pour le remercier d'avoir vaincu Kavino, car cela a été d'une grande aide. Mais Lak dit que les choses se sont juste passées ainsi. Dans tous les cas, Lak a le sentiment que toute cette affaire n'est pas vraiment terminée, car il n'a aucun sens qu'un trafiquant d'êtres humains comme Kavino ait été en possession d'une viande maudite comme celle-là. Eric révèle également qu'après une enquête, on a découvert que ces vampires qui ont réussi à passer la barrière sacrée de la ville possédaient quelque chose de similaire à la viande maudite de Kavino, et cela l'a mené à la conclusion que Kavino devait être impliqué d'une manière ou d'une autre avec les vampires et prévoyait d'utiliser ses enfants comme sacrifice. Cela signifie également qu'il y a une possibilité très réelle qu'un vampire de haut rang soit déjà dans la ville, alors Eric demande à Lak s'il pourrait l'aider à enquêter. Plus tard dans la nuit, Lak rentre chez lui avec les autres, et à sa grande surprise, il découvre que pendant son absence, Célie a fait beaucoup d'efforts pour habiller Milka avec ses vêtements d'enfance. Milka est vraiment gênée, car elle n'a jamais porté d'aussi beaux vêtements auparavant. Mais Lak lui dit que ça lui va très bien, et comme il se fait tard, il suggère qu'ils aillent tous à la cuisine pour dîner avant d'aller se coucher.